Les podcasts de la 46e édition de Cinéma du Réel. Les matinales de Paris Doc. Monter, falsifier, révéler. Discussion animée par Teresa Faucon. Bonjour à tous, merci. Alors ça fait très plaisir parce qu'une salle aussi pleine un jeudi matin pour les matinales, là, ça fait vraiment chaud au cœur parce qu'on a mis beaucoup de cœur à l'ouvrage pour la préparer. Donc merci beaucoup. Donc bienvenue au festival pour ceux qui arrivent aujourd'hui. Rebonjour pour ceux qui sont là depuis une semaine. Voilà, j'ai le plaisir de remercier déjà l'association Périphérie avec qui on a co-construit, co-pensé, co-réfléchi à ce sujet. On a l'habitude de collaborer régulièrement. On avait fait une autre matinale il y a 2 ans déjà autour du montage du film de Laure Portier avec donc Seuil Libré avec Laure et son monteur Xavier Sirvin. Donc voilà, régulièrement on aime bien s'associer pour mettre en avant ce rôle lugubre et sombre qui est le rôle du monteur. Voilà, et puis donc je tiens aussi à... Dans l'ombre. Lugubre, j'ai dit. Ouais, j'ai dit, oh là là, ouais, ça c'est... Oh, lugubre aussi, pourquoi pas. Un truc un peu Nosferatu, un peu bizarre. Pardon, ça c'est Festival plus 10, ça commence à se voir. Bon, je tiens aussi à remercier très fortement Teresa Faucon, voilà, qui a accepté de modérer cette table et de prendre en charge la préparation et tous les détails. Donc voilà, merci beaucoup Teresa pour ton travail et ta préparation et ta disponibilité. Et puis merci à nos 4 intervenants que je ne présente pas. Je vais laisser Teresa les présenter, les invités, mais merci à vous pour votre disponibilité et votre travail et votre participation. Voilà, je vous souhaite une bonne table ronde et puis je vous dis à très vite au festival pour les restes des programmations. Ah oui, tiens, si, petite pub pour demain quand même, parce que on a pensé un petit peu ces 2 tables rondes, ces 2 matinales, celle de ce matin et celle de demain matin à la même heure, au même endroit, un petit peu corrélées, et on aura l'occasion de recevoir Dork Zabounian, Jacques Perconte, Gabriel Stemmer et Arnaud Desoteux autour d'une question étonnante. Est-ce qu'il faut prôner ou pas une décroissance visuelle? Et quelle est la place du cinéma? Quelle est sa responsabilité dans l'accroissement et la pollution visuelle qui nous entoure de plus en plus? Voilà, donc j'espère que vous serez aussi nombreux. Merci beaucoup à vous, Teresa. Bon, moi aussi, je remercie chaleureusement Thomas de m'avoir donné cette chance de pouvoir discuter donc, avec les 4 monteuses et monteurs qui vont bientôt me rejoindre. Et merci à vous d'être là aussi nombreux. J'en profite tout de suite pour vous dire que je vais faire une courte introduction pour lancer un peu la discussion. Ensuite, on a beaucoup de choses à vous montrer. On a préparé bien plus que le temps que nous avons. Mais voilà, c'était pour avoir l'impression de manquer de rien. Donc on est loin de la décroissance là, au niveau des extraits. Et je ponctuerai voilà, la discussion entre les intervenants de 2 moments où, au moins 2 moments où vous pourrez chacune prendre la parole. Je vous rappelle juste que notre discussion et nos échanges sont enregistrés pour être mis en ligne. Voilà, je préfère vous prévenir si vous prenez la parole, puisque vous serez également enregistré à la suite de ces prises de parole. Alors, on va laisser les dernières personnes s'installer. Alors, donc, vous n'avez plus le titre de cette matinale sous les yeux, mais Monter, falsifier, révéler. C'est un titre que je n'ai pas choisi, mais je l'ai adopté immédiatement, car penser le montage comme une tension entre 2 gestes a été ma première démarche pour y réfléchir. Par exemple, je me disais couper-coller, organiser, déconstruire, raccorder, fragmenter, faire apparaître ou disparaître, transformer aussi, montrer, cacher, inventer l'espace et des images du temps. Ces verbes d'action mis en tension résonnent pour moi avec falsifier, révéler, qui va donc nous occuper plus particulièrement aujourd'hui. Chacun peut interpréter ces termes différemment, en jouant plus ou moins sur les mots. Nos invités nous diront comment ils résonnent dans leur pratique du montage. Révéler une vérité invisible, par exemple, l'expression d'un acteur, révéler une intuition, une intention, et plus généralement, peut-être le travail d'un cinéaste, et quelle est l'interaction, la tension donc avec cet autre verbe falsifié.
Alors moi aussi, je vais me prêter un peu à ce jeu d'écho, comment j'entends ces deux termes. Révéler au cinéma, évidemment, ça renvoie spontanément, plus qu'évidemment, au sens photographique du terme, que la théorie a mystifié. Par exemple, en parlant d'épiphanie du réel, révéler au cinéma l'épiphanie du réel. Révéler, c'est le noyau dur de plusieurs textes d'André Bazin, que je cite, dont je cite un court fragment d'Ontologie de l'image photographique. Les virtualités esthétiques de la photographie résident dans la révélation du réel. Ce reflet dans un trottoir mouillé, ce geste d'un enfant, il ne dépendait pas de moi de les distinguer dans le tissu du monde extérieur. Seule l'impassibilité de l'objectif, en dépouillant l'objet des habitudes et des préjugés, pouvait rendre vierge mon attention. Pour Bazin, le cinéma était fondé sur le « ça a été », nécessairement réel, l'image comme trace, et sur, je le cite encore, le transfert de réalité de la chose vers sa représentation. C'est-à-dire cette puissance à nous faire croire que Bazin associait aux tricheries du montage qui se voulait naturaliste. Car bien sûr, le montage n'est pas interdit tout le temps pour Bazin. Il l'est quand il prétend au réalisme et nous fait perdre l'ambiguïté du réel, nous fait croire à une réalité continue d'événements partiels et discontinus. D'où sa proposition de privilégier plutôt la profondeur de champ, l'étagement de plans dans la composition, le montage dans le plan, on pourrait dire, ou les plans longs pour ne pas fragmenter la durée. Une dernière remarque sur les textes de Bazin, qui ont tout de suite résonné avec ces deux termes révélés, falsifiés pour moi. Il y a cette tension entre falsifié et révélé, mais qui n'est pas présentée comme un choix binaire, puisque l'on peut, je le cite encore, croire à la réalité des événements tout en les sachant truquer. Bref, pour Bazin, si l'on triche, il faut le dire, et il est amusant de repenser à Bazin devant nos réactions face aux deepfakes et autres infox, dont on reparlera sans aucun doute ce matin. Je garde donc l'idée que ce slash entre falsifié et révélé indique moins une alternative, falsifié ou révélé, mais deux possibilités simultanées, falsifié et révélé. Sans doute parce que la tromperie, le faux, ne s'appréhenderait que par rapport au vrai. En anglais, to falsify a un sens intéressant. Infirmer, prouver la fausseté. C'est donc faire éclater une certaine vérité. Donc finalement, on tourne un peu en boucle. Pourquoi pas falsifier finalement pour révéler? Alors pour revenir au geste du montage, on peut peut-être se dire que falsifier, ce serait utiliser donc des artifices, mais pour dévoiler une certaine vérité invisible. Dans le numéro des Cahiers du cinéma qui était consacré au montage en novembre dernier, vous avez peut-être lu cette réflexion, cette anecdote de Valérie Loiseleux, qui donc se souvenait du montage du premier film qu'elle a fait avec Manuel de Oliveira, La Divine Comédie, et elle disait ceci: « J'ai tenté un geste. Dans le plan où Maria João Pires s'affalait sur le piano à la fin de son morceau, avec tous les acteurs derrière la fenêtre, il y avait un clap de fin que j'ai laissé. Je trouvais que le côté factice de ce procédé faisait sens. Quand j'ai montré cette fin à Oliveira, il a souri et m'a regardé pour savoir si c'était un oubli. Mais non. Il a gardé ce clap, il en avait l'intuition, j'ai fait le geste. » Révéler donc une intention peut-être du cinéaste et la vérité d'une scène, et en même temps la fabrique du film, un peu comme les répétitions chez Godard qui témoignent de la réalité du travail pendant le tournage sur le film. Donc. La fabrique du film, c'est aussi ce que met en scène Abbas Kiarostami à la fin de Close-Up, qui sera peut-être le premier exemple que vous verrez pour réfléchir à cette tension entre falsifié et révélé. Je vous rappelle un tout petit peu l'action. Un homme s'est fait passer auprès d'une famille pour le cinéaste Mohsen Makhmalbaf. L'usurpation est dénoncée, il est jugé, puis finalement libéré. Et le film se clôt sur la rencontre entre le réalisateur, le réel Makhmalbaf, et son usurpateur qui s'appelle Sabzian. Ils sont filmés donc par Kiarostami lui-même. Et je vous propose de regarder tout de suite ce très court extrait de Close-Up. Voilà, j'arrête sur le « je comprends tout » par rapport à la révélation, c'est pas mal. Et en fait, je vous livre une anecdote un peu personnelle, mais pour que vous compreniez pourquoi j'ai choisi cet extrait. À quelques semaines d'intervalle, au tout début des années 2000, je lis le commentaire de cette scène par Jean-Luc Nancy, dans l'évidence du film,
Puis j'assiste à une rencontre avec Kiarostami qui en raconte le tournage. Donc je relis avec vous le commentaire de Nancy, de Jean-Luc Nancy, donc il parle d'un retour dans le réel que marque une sorte de dissipation progressive du film, dont le son devient intermittent, cependant que les images, elles aussi, se perdent et se brouillent dans l'intensité de la circulation. Effectivement, la vision est empêchée, la filature de ces deux hommes semble échouer. Le film ne nous livre pas grand-chose de cette rencontre entre Mohsen Makhmalbaf, et celui qui s'est fait passer pour lui pendant tout le film. Ce retour au réel sonne un peu comme un dévoilement, révélé si littéralement enlever le voile sur peut-être les formes cinématographiques. Est-ce que finalement le film pourrait redonner le réel, donner le réel tout simplement? Je cite une dernière fois Jean-Luc Nancy, « La caméra ouvre sur le réel tout le cinéma qu'on aurait pu croire englué dans son propre artifice. » Or, ce retour au réel trahit en fait une faille dans le film, une manipulation même. Cette intervention visant à priver le spectateur de la conversation entre les deux hommes était pour Kiarostami la seule solution filmique face à la réalité du tournage. Et il a un petit peu raconté à demi-mot cette réalité du tournage. En fait, le jeune homme, donc Sabian, ignorait que Makhmalbaf portait un micro. Il a donc vécu cette rencontre et ce rapprochement des corps, l'un derrière l'autre sur la mobilette, de manière tout à fait fantasmatique, sans pudeur. Mais Makhmalbaf est resté sur la retenue pendant tout le trajet. Aucun réel échange n'a eu lieu au cours de cette rencontre et Kiarostami en est même venu à penser supprimer la scène tout en sachant quelle était la clé du film. Il a donc choisi de laisser cette conversation secrète. Il a mis en scène, fabriqué cette rupture, ce problème technique, et il a laissé donc au spectateur la possibilité d'imaginer cette rencontre. Dans cette même scène, on peut apprécier donc le jeu entre falsifié et révélé. Il ne s'agit pas de se dire Nancy avait tort et Kiarostami a donné la solution, mais juste de voir comment cette tension un peu peut être éprouvée. Alors c'est sans doute toute l'ambiguïté du montage qui est un transformateur et un révélateur. C'est une évidence que le montage met en rapport les images, mais j'ajouterai avec Jacques Rancière, cette fois dans la fable cinématographique, le montage fait de toute image le commentaire qui transforme une autre image, qui en révèle la vérité cachée ou qui manifeste sa force de pressentiment. Il y a un geste très démonstratif dans une séquence de Sans soleil de Chris Marker, cinéaste, monteur, expérimentateur dont nous reparlerons sans aucun doute ce matin. Je ne vais pas montrer les images de Sans soleil, mais juste je vous rappelle ce moment. Je pense donc au moment de l'histoire des guérillas en Guinée-Bissau et le télescopage des mêmes gestes, une main levée pour dire adieu en se retournant, ou des accolades. Les mêmes hommes, à quelques années d'intervalle, faisant les mêmes gestes, mais leur rôle, leurs fonctions sont complètement changées. Par exemple, Luis Cabral passe de président et puis après il est emprisonné. Mais c'est le même geste, les mêmes gestes que l'on nous montre. Avec donc cette idée à la fois de révéler quelque chose sur les sentiments des personnages au moment où ils font ces gestes et aussi un pressentiment sur ce qui les attend à venir. Jouer avec la chronologie, de la grande comme de la petite histoire est sans doute révélateur et nos invités auront, je pense, des exemples pour avoir un petit peu discuté avec eux de cette question de la chronologie. Alors, dans mon entrée en matière, j'ai glissé du terme révélation à celui de vérité et je crois que plusieurs d'entre vous ajouteraient justesse. Sans doute comme Arnaud Despalières sur le montage de son film Drancy Avenir en 1997. Et je vous raconte encore une autre anecdote de montage sur ce film parce que je me nourris pour essayer de penser plus théoriquement le montage de toutes ces anecdotes et donc je vais me nourrir de tout ce que vous allez partager avec nous aujourd'hui aussi. Et donc ce film, Drancy Avenir, suit l'enquête d'une étudiante en histoire sur le camp de transit sur lequel a été construite la cité La Muette et les rafles pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, très court extrait, comme je vous le disais. Au moment de monter le son du trajet de cette étudiante donc, dans le RER vers Drancy, Despalières a intuitivement mis le son d'un bus, au moment de monter l'image et le son. Quand il s'en rend compte, le premier réflexe, c'est de se dire « je me suis trompé, j'aurais dû mettre le son d'un RER », il avait toute une série de sons à sa disposition. Et puis il s'est dit
que c'était juste, car ce film, qui est contre l'idée du souvenir, met sans cesse en rapport le présent et le passé. Donc le son du bus sur cette image du présent, pour lui, finalement, avait une justesse par rapport à la façon dont il voulait raconter cette histoire. Arnaud Despalières travaille toujours à la non-évidence du rapport entre son et image, préconise de ne pas être dans un rapport naturel avec les images et les sons, afin qu'il arrive toujours quelque chose au spectateur, un événement. Nous reviendrons dans la discussion sur ces rapports, interférences, images et sons. Et je termine cette introduction en ajoutant ceci. Derrière les termes falsifiés, révélés, il y a sans doute le renvoi à la technique, aux outils du montage, surtout depuis que le numérique a balayé la glorification du procédé technique fondateur pour penser l'image dont nous parlait Bazin. Le monde qui y est représenté peut ne plus avoir de référence, plus d'indicialité, depuis que nous sommes entrés dans l'ère des images de synthèse et du deepfake. Face aux évolutions techniques, il y a l'envie de discuter de ces bouleversements qui ont modifié le métier et l'équipe du montage. Je pense au rôle d'assistant en particulier, dont vous pourrez nous parler. En revenant peut-être à la transition entre montage sur pellicule et les premiers bancs de montage, dits virtuels, jusqu'aux récentes utilisations de l'intelligence artificielle. Nos 4 invités n'ont pas forcément expérimenté toutes ces techniques pour les comparer. Nous pourrons aborder concrètement, en revanche, cette question tout au long de la discussion avec des exemples et discuter donc de l'impact de ces changements. Et puis vous aurez peut-être des questions sur ce sujet-là en particulier. Parce que si la technique peut remplacer les outils à la disposition du monteur, on pourrait faire l'hypothèse que la conception du montage aussi reste inchangée, finalement. Concevoir le montage, penser le montage peut se faire en dehors des outils. En même temps, la pratique modifie la pensée du montage. Combien de montages ont été confiés à des personnes qui savent se servir d'un logiciel, mais qui n'ont peut-être jamais eu de transmission sur ce que c'était que le montage. Voilà. Alors, je vais maintenant appeler... Alors, dans un ordre que je n'ai pas choisi, donc je me suis dit que j'allais prendre au fur et à mesure que les feuilles venaient. Et peut-être, Clémence, je vais t'appeler en premier, comme ça tu pourras tranquillement t'installer. Alors, Clémence Diard, ça va. A été à la FEMIS, au département montage, et en parallèle de ces années à la FEMIS, elle a réalisé des courts-métrages documentaires, un diptyque notamment dressant un portrait de sa sœur aînée, Amélie, dont vous verrez sans doute un extrait dans la matinée. Donc 2 films, Le projet d'Amélie et L'ami d'Amélie. Ce dernier, donc L'ami d'Amélie, vous l'avez peut-être vu, vous qui êtes habitués au cinéma du réel, puisqu'il était en compétition lors de l'édition en 2015. Elle a donc elle a réalisé des courts-métrages sans passer par la case, je reprends tes termes, sans passer par la case Assistana. Oui, tu les as montés, pardon. Sans passer par la case Assistana, donc voilà, peut-être une des questions qu'on pourra aborder aussi. De cette dislocation de l'idée d'équipe de montage. Et ces 5 dernières années, tu as essentiellement monté une vingtaine de courts-métrages de fiction, 2 moyens-métrages de documentaires, un long-métrage Celle qui manque, dont nous verrons aussi un extrait, qui avait été aussi en sélection au réel en 2020. Et tu as aussi monté des films de fiction. Peut-être je cite quelques titres. À mon seul désir de Lucie Borletot. Si on a le temps, peut-être qu'on verra aussi un extrait. En tout cas, on l'a préparé. Et en tout cas, elle travaille avec des cinéastes qui sont dans un désir de recherche formelle, mais je crois que c'est quelque chose que partagent aussi plusieurs d'entre vous. Et donc maintenant, je propose à peut-être Gilles de venir. J'essaye de casser la parité sur la scène et l'effet chronologique des générations de monteurs qui se succèdent. Donc voilà, on essaye que l'aléa n'ordonne pas d'une façon involontaire. Donc Gilles Volta est monteur de documentaires, de courts et de longs métrages de fiction. Il a aussi travaillé sur des téléfilms pour différentes chaînes, ce depuis le début
la fin des années 1980. Plusieurs ont été sélectionnés au Réel, mais aussi à l'Acide Cannes, la Semaine de la Critique, à Locarno. Bon, évidemment, je ne vais pas pouvoir tous les citer, mais peut-être juste, encore une fois, parce que vous êtes habitués de cette sélection du Réel, je cite les titres de cette sélection. Donc, La Lumière des rêves, qui est un documentaire de Marie-Pierre Bretas. Haute Terre, également Marie-Pierre Bretas, donc à presque 10 ans d'intervalle. Je ne sais pas où vous serez demain, d'Emmanuel Roy, aussi sélectionné l'an dernier, et peut-être un film que vous avez pu voir mardi, Living America, de Marie-Pierre Bretas aussi, puisqu'il était projeté au Réel. Je pourrais aussi ajouter, mais je ne veux pas que ça ait un effet liste, mais je les cite quand même en dernier, 2 films de Nathan Nikolovic, Casa Nostra en 2011 et Avant l'aurore. Alors, chaque film est un geste, une vision, une écoute singulière. Et le montage, la façon dont Gilles travaille avec ses monteurs, eh bien, cherche à révéler aussi ce travail par une recherche formelle qui est reconsidérée à chaque début de film. Il aura aussi, je pense, des choses à nous dire sur la technique dont il ne se préoccupe pas trop. Enfin, je ne sais pas si je trahis les propos, mais enfin voilà. Donc, mais d'une certaine manière, voilà, ça rejoint un petit peu ce que je disais à la fin de mon introduction. Est-ce qu'il faut, faire un gros plan sur ces outils techniques pour parler de montage, ou est-ce que finalement on peut parler de montage sans se soucier de la technique? Voilà, peut-être une question que je laisse ouverte. Et peut-être Charlotte, alors j'ai oublié de te demander si tu disais Cherici ou Cherici. Cherici, voilà, je ne sais pas pourquoi l'envie de l'italianiser. Donc Charlotte Cherici, qui a étudié aux Arts décoratifs de Strasbourg et qui monte parfois des films à elle, qu'elle a réalisés, et nous verrons des extraits, notamment Bac à sable, qu'elle a réalisé avec Lucas Azemar, et donc elle a monté aussi avec lui. Il y a Social Distances aussi. Ces films sont très récents, 2023 pour Bac à sable et 2020 pour Social Distances. Et puis, elle a aussi monté des films pour d'autres réalisateurs comme Virgile Vernier, Kinder Totenlieder en 2021, dont on verra sans doute un extrait, puisque ça fait écho au type d'image qui nous invite à penser qu'on est plutôt dans une prise de vue réelle, une captation du réel en direct, mais qui peut faire l'objet de nombreuses falsifications. Donc, on discutera de ça. Et parmi les autres cinéastes avec lesquels tu as travaillé, il y a aussi Briochib avec Koban Lozou en 2022, si je me trompe pas. Et enfin, j'accueille Adrien Faucheux. Alors, Adrien a été formé aux Beaux-Arts. Il est monteur de plusieurs dizaines de films de cinéma documentaire, réalisateur aussi. Son dernier film est un portrait du cinéaste Denis Girbrandt, produit par l'INA et qui a été diffusé sur Ciné+, et dans la collection Lumière de notre temps. Il collabore aussi avec des plasticiens, des artistes plasticiens et pour sur le spectacle vivant, notamment le théâtre. Il a enseigné la réalisation et le montage à l'Académie libanaise des Beaux-Arts de Beyrouth. Et il s'intéresse particulièrement aux nouveaux outils de montage. Pour préparer cette matinale, on a beaucoup discuté des enjeux de l'arrivée de l'intelligence artificielle sur les ordinateurs des monteurs, ou en tout cas à la disposition
des monteurs, ce que ça implique comme changement sur les droits du travail, des conséquences socio-économiques. Donc voilà, on va vous montrer des extraits de ces toutes dernières productions, ou en tout cas même voilà, mise en valeur de ces outils, et on pourra en discuter. Et si je peux me permettre, j'ai oublié mes lunettes. Alors, du coup, j'ai oublié, parce que je l'avais écrit en tout petit, de préciser que Gilles Volta est aussi formateur, monteur aux ateliers Varan, à Paris, en Corse et en Centrafrique, si je ne me trompe pas, et aussi formateur, monteur pour l'écriture documentaire à la FEMIS. Voilà. Oui, mais bon, voilà, j'essaye de retracer quand même aussi un petit peu le parcours, et on va voir 2 extraits tout à l'heure des 2 derniers films dont qu'il a monté, et dont je vous parlerai dans un instant. Alors, comment ça va se passer maintenant que je laisse la parole circuler plus librement? Eh bien, il y a à la fois peut-être deux questions, moi, enfin, deux pistes de réflexion que je voulais vous proposer par rapport à ce thème de falsifier monter, et dont vous avez eu un aperçu dans les extraits que j'ai montrés. C'était peut-être le rapport entre l'image et le son, la façon dont on fabrique, on invente une interaction entre ce que l'on voit et ce que l'on entend, la façon dont le son, que ce soit la parole, les bruits, nous invitent à voir l'image, ou au contraire nous font voir l'invisible, ou nous invite à trouver des points d'ancrage, des points de synchronisation un peu inédits, hein, comme ce raccord de Despalières avec le son du bus sur le RER, ou à faire lever notre imaginaire. Alors, en regardant vos films, aux uns et aux autres, évidemment, j'ai pensé notamment à un film dont on ne va pas montrer un extrait, mais vous aurez des choses à en dire quand même, Un cœur perdu et autres rêves de Beyrouth, de Maya Abdul-Malak, qu'a monté Adrien, où il y a vraiment tout un travail avec la voix. J'ai aussi pensé aux distorsions dont elle pourra nous parler entre les corps et les voix dans Bac à sable de Charlotte Chérici, et évidemment au film que vient de terminer tout juste Gilles Volta, qui est garanti 100% créole. Et il est de Laurent Pantaléon. Et voilà, on a un extrait à vous montrer. Alors peut-être vous avez envie, chacune, de peut-être dire en préambule quelques mots sur cette façon de penser l'interaction entre les images et les sons, aussi divers qu'ils soient, et en passant par des exemples sur lesquels vous avez travaillé. Gilles, est-ce que vous voulez est-ce que tu veux parler de... Oui, alors, pardon. La question, c'est peut-être sur comment on va, je pense, projeter l'extrait de 100%, garantie 100% créole sur ce jeu. D'abord, peut-être discuter des images qui sont montrées, le montage photographique par rapport à... Voilà, et du rapport avec la voix, ce que nous dit la voix. Oui. Déjà... pour moi, monter un film, c'est rencontrer quelqu'un. Et je dirais même que le montage, c'est un prétexte pour rencontrer des gens. Et faire des voyages. Alors là, il se trouve que c'était à La Réunion, mais c'est tout à fait extraordinaire. C'est rarissime, évidemment, que j'aille aussi loin. En général, je vais à Périphérie, à Montreuil. Mais voilà. Donc, c'était évidemment une rencontre. Et en plus, surtout, que les films sur lesquels j'ai travaillé, en fait, les faire se rencontrer. Par exemple, là, j'ai découvert ce que c'était que La Réunion, cette histoire coloniale. Et évidemment, ça m'a immédiatement connecté avec un film que j'avais monté peu de temps avant sur le Pays Basque. Et j'ai même amené un vocabulaire là-bas, que j'avais appris en montant le film de Thomas Lacoste, L'hypothèse démocratique. Donc voilà, c'était une façon de faire se contaminer les mondes que
par une espèce de chance inespérée, je rencontre grâce à mon travail. Et c'est surtout ça, le montage, il n'est pas qu'à l'intérieur des films, évidemment, il est entre les films, voilà, c'est cette espèce de maillage que, presque malgré moi, mais alors après, j'y vais franchement, évidemment. Je suis content que les créoles par exemple, adoptent l'idée que de parler, non pas de la France, mais de l'État français, comme le font les Basques dans leur vocabulaire politique, l'État espagnol, l'État français. Et de sentir que, ouais, ben voilà, moi je peux amener, c'était ton lapsus là, révéler, réveiller, c'est bien. Moi, déjà, moi, ça me réveille, ça me construit énormément, je découvre des choses que, voilà, moi j'ai l'impression que presque, enfin, ce que je sais, je l'apprends grâce à mes rencontres, quoi, voilà. Donc, avant tout, pour moi, le montage, c'est ça, hein, c'est pas. Puis après, oui. Le son d'un côté, l'image de l'autre, tout ça. Mais ça, c'est la cuisine et c'est tout le temps. En effet, tout le temps, on va faire On a envie de parler cuisine, en fait. Oh, oui, non, mais c'est pour ça que l'extrait est intéressant, je pense. Mais par exemple, l'histoire de ce film, c'est aussi une expérience de travail complètement étrange parce que le réalisateur est aussi un très bon monteur et il avait fait tout le travail quand je suis arrivé. Donc je suis arrivé, le film était déjà monté. Et il pensait simplement qu'on allait y travailler 2-3 jours. Et il me faisait venir surtout pour m'emmener en tournage sur ses prochains films, pour l'aider à réfléchir, mais au tournage, vraiment, à ce que je tienne la deuxième caméra, à ce qu'on... Voilà. En fait, il m'invitait à l'aider à commencer ses films suivants. Lui, il parlait de marmite sur le feu, parce qu'il en a plusieurs. Et il a plusieurs idées. Plusieurs projets de films déjà en tournage. Donc en fait, c'est pour ça qu'il me faisait venir. C'était pas tellement pour monter le film comme prévu. D'ailleurs, avant de partir, je ne savais pas très bien pourquoi j'allais là-bas. Et en fait, voilà, évidemment, on a regardé le film et puis on s'est aperçu qu'il y avait quand même du travail. Donc les 3 semaines où je suis resté là-bas, on a travaillé vraiment sur le montage du film. On a repris beaucoup de choses, réessayé des choses, mais vraiment à partir de ce qu'il avait fait, et bien fait en plus. Voilà, il restait à faire cette dernière étape du montage qui est la plus délicate, qui est de vraiment finir les films. On voit souvent les films sont pas finis. C'est clair, hein. La plupart des films qu'on voit, ils sont pas finis. Donc c'est parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile. Bon, voilà. Peut-être sur le début qu'on va montrer maintenant, peut-être quelques mots pour présenter. Oui, lui aussi, il s'appuie sur des films qu'il a beaucoup aimés. Là, clairement, sa référence était La Jetée, donc il mettait la barre tout de même assez haut, en se disant que voilà, il allait s'attaquer à tout ce qui relève des croyances magiques, tout ça, en lui-même se disant non-croyant. Donc, il s'agit pour lui de mettre en pensée et de créer, de faire un geste qui dépasse évidemment largement les pratiques magiques, les croyances et tout ça, mais en s'en nourrissant. Alors pas dans un projet très, très clair, délibéré, de l'ordre du discours, voilà. Mais enfin quand même, évidemment, le titre est une indication très sérieuse, et la taille du titre dans l'image, puisque le titre s'appelle pas « Les pratiques magiques aujourd'hui à La Réunion », mais « Garantie 100% créole ». Et son projet, il est clairement politique, c'est un indépendantiste convaincu, le réalisateur. Et voilà, d'où évidemment l'évidence par rapport à l'histoire du peuple basque. Je ne sais pas si on me suit, mais... Voilà, l'extrait est un peu long parce qu'on voulait aussi montrer ce passage du montage d'images fixes aux images en mouvement. Donc peut-être, Gilles, maintenant que tout le monde a pu voir ce film qui vient juste d'être terminé, peut-être... par exemple, ce qui est intéressant, c'est que cette séquence, dans la construction qu'avait faite Laurent, au départ, c'était la dernière séquence du film. Et on s'est rendu compte que, en fait, j'ai un peu résisté à ça. Enfin, on s'est rendu compte qu'il fallait la mettre au début, même si, évidemment, elle devient un peu comme la clé du film, parce qu'elle met en scène le photographe, tout ça. Ce qui, en général, n'est pas une très bonne idée, mettre la clé au début. Il vaut mieux la mettre n'importe où, je pense. Enfin, ça, c'est un peu théorique, mais je trouve que c'est toujours mieux
de laisser du désordre et pas. Mais bon, il se trouve que par ailleurs, elle était très bien au début pour toute une série de raisons. Voilà, c'est comme ça. C'est l'histoire de cette séquence, la première qu'on vient de voir, la première, je veux dire. Là, il y a eu une séquence et demie. Voilà. Et en fait, cette séquence, elle était à la fois une clé. Est-ce que c'était par rapport à la façon de travailler, comment on peut rendre compte de quelque chose qui reste relativement invisible, ou en tout cas que le cinéaste ne voulait pas filmer. Voilà, il ne voulait pas entrer dans quelque chose qui pour lui semblait un peu indécent ou impudique, tout simplement. Et il voulait en plus être tout petit sur les lieux de tournage, c'est-à-dire un appareil photo, c'était amplement suffisant, pas plus. Et il mettait des petits micros enregistreurs, pas des HF, mais ces petits micros maintenant qui sont comme de la taille d'un HF, mais qui en fait enregistrent. Voilà. L'élément technique important pour le son, c'était celui-là. C'était qu'il travaille tout seul, hein, donc il met ce truc-là, il le branche, il le met en marche, et donc tout est enregistré. Il en a un ou deux suivant. Là, il n'en avait qu'un, par exemple, cette séquence-là. Et c'est la seule source sonore qu'il y a. Il n'y a pas d'autres micros. Voilà pour la technique. Et puis ensuite, donc, plus tard dans le film, il y a vraiment des séances, parce que là, on n'assiste pas vraiment... il y a plein de choses qu'il a photographiées ou filmées et qui vont très très loin, parce que ces séances de transe s'accompagnent toujours de sacrifices d'animaux. Donc voilà. Bon. Et il ne voulait pas du tout entrer là-dedans. Il voulait suggérer, évoquer les choses. Et par exemple, plus tard dans le film, il y a des séances de transe qui, elles aussi, sont photographiées. Et voilà. Donc on est dans ce rapport-là que lui avait donc avec ce qui se passait. Et ce qui est filmé, et ce qui est donc en image animée, tout au long du film, c'est simplement ces moments où les gens nous parlent. Et toujours en plan séquence, par contre, alors que les séquences photos, évidemment, sont très découpées. Mais les moments où les gens s'adressent à lui, à nous, en image animée, ces moments-là sont exclusivement en plan séquence. Et pour lui, c'était une idée très très précise qu'il avait. À un moment, on a essayé de monter 2 plans, et il avait entièrement raison, c'était pas possible, quoi, il fallait pas. Donc on rejoint pas mal de choses hein, sur la continuité, la discontinuité, évidemment la dissociation entre l'image et le son. Là les choses collent assez, mais plus tard dans le film, évidemment, parfois le son parle de toute autre chose que ce qu'on voit. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques dans la salle, éventuellement? Au montage des photos, du coup, le rythme que vous avez utilisé pour mettre les photos, c'était par rapport au son. Comment vous avez justement, est-ce que vous avez d'abord fait le montage sonore et après choisi les photos? Je ne sais pas trop, en fait. C'est pas moi qui l'ai fait. C'est lui qui avait tout préparé comme ça. Et on a modifié des choses, mais plutôt dans le détail. Je ne lui ai pas posé la question, on va dire. Je ne sais pas comment il a fait. J'ai une question parce que justement, vous intervenez pour la finalisation du film. Vous avez dit justement en quoi ça consiste. C'est quoi justement terminer? Il disait le film, avant qu'on retravaille tout ça ensemble, il disait c'était comme un collier de perles. C'est-à-dire qu'une succession de moments, de séquences, qui étaient toutes très bien, mais ça aurait pu continuer longtemps, ça aurait pu s'arrêter plus tôt. Enfin, il y avait ce qui manquait à cette construction-là, c'était c'était pas encore un film, quoi, tout simplement, parce qu'en fait, un film, il s'est fait de séquences, autant qu'elles soient réussies, hein, ces séquences, ça vaut mieux, mais après, pour que quelque chose prenne forme vraiment, il faut faire des choix sur la durée, évidemment sur la durée des séquences, et puis sur leur ordre, des choses assez mécaniques, hein, qui sont voilà, et que créer une tension, une vraie dynamique, voilà, c'est ce qui manquait à ce qu'il avait fait. Et ce travail-là, cette phase du travail-là, en fait, elle est assez moi, à mon sens, c'est la plus compliquée, parce que monter une séquence, alors ça, c'est pas très compliqué. Voilà. On y arrive toujours. Enfin, on sait. Moi, je savais même. En plus, il montait sur Final Cut 10, et c'est un logiciel un peu bizarre. Enfin, des gens s'en servent très bien. Et moi, c'est un truc. Je m'en sers jamais de ce truc.
Et donc c'était surtout lui qui était à la table en fait. Après j'ai fait évidemment des choses aussi à la table, mais lui savait beaucoup mieux s'en servir que moi. Et il était très conscient pour lui que le montage, évidemment, il en avait fait une part, mais qu'il y avait comme une espèce de la moitié du travail restait à faire. Voilà. Même s'il pensait que ça irait beaucoup plus vite que ce qu'il a fallu comme temps. Et moi, j'avais une question aussi par rapport à certains moments dans le montage plus photographique, des moments où il y a des effets de mouvement, et où justement il y a quelque chose, pour qui a vu la jetée de Chris Marker, on attend effectivement cette ouverture du regard, et là c'est l'effet de fumée. Donc je me demandais ce qui avait amené à le faire à ce moment-là. Est-ce que c'était juste par rapport au son? Est-ce que c'était une question de rythme dans les images ou, voilà, ce moment qui pour moi il y a quelque chose. Le bouger, ouais. l'effet de bouger Ouais. d'une image, l'effet flou, flou bouger. Ouais. C'était simplement le fait très technique qu'il y avait peu de lumière, que le diaph qui travaillait à des vitesses d'obturation un peu lentes. Voilà, ça créait ces bougers. Et évidemment, parmi toutes les photos qu'il faisait, il allait chercher ces photos-là parce qu'elles créent comme un effet. On parle quand même d'invisible, de pratique, voilà. Et évidemment, le lien est assez évident. L'effet de fumée, on a l'impression que. Voilà. Après, de temps en temps, il alternait avec ce truc-là, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais enfin, où c'est comme des rafales de photos, voilà, qui créent, qui nous rapprochent, du 24. C'est une image par seconde ou à peu près. Donc, qui nous rapproche évidemment du défilement du 24 images. Merci beaucoup. Alors peut-être pour rester sur cette discussion sur les rapports images-son, parce que c'est un peu le programme que je vous avais annoncé, je ne veux pas tout chambouler. Peut-être, Charlotte, est-ce que tu veux nous parler dans un type d'image et de films totalement différents, peut-être un petit peu présenter Bac à sable, peut-être avant qu'on le projette, et puis dire un petit peu cette distorsion entre les voix et les corps que l'on va pouvoir voir dans l'extrait. Bonjour. Mais peut-être j'aurais été plus à l'aise de partir sur les autres extraits, de peut-être Jean Rouch ou... en fait, sur l'indici, j'ai l'impression que peut-être Bac à sable, j'en aurais plus parlé si dans la fin de la discussion, si on parle d'indicialité, tout ça. Mais enfin, je sais pas, c'est peut-être parce que c'est mon film, alors je fuis un peu plus. Mais oui, parce que je me disais par rapport aux 3 extraits qui ont été montrés jusque-là, aussi bien Kiarostami. Oui. C'était pour changer un peu aussi que je proposais. Ouais. Mais en tout cas, ce qui me frappe, mais bon, c'est ça en même temps, le geste de montage, pour moi, c'est quand même créer un espace de réflexion, en fait. Et c'est pour ça, je trouve, moi aussi, que ton lapsus était vraiment bien trouvé tout à l'heure, et que ça aurait été un bon titre pour la matinale, finalement, parce que c'est ça, réveiller, en fait, c'est aussi créer un espace de réflexion et d'imagination, en fait, on devient actif. Et je pense que pour ça... Non, mais c'est aussi dans Bac à sable, mais je pense que je préférerais montrer celui de Jean Rouch. Ok. Alors, on montre Jean Rouch. Merci. Et je préférerais en parler après. Ok. Donc, on montre un extrait de Moi, un noir que oui, je peux juste le contextualiser dans le film, peut-être. Oui, si tu veux. C'est un extrait, du coup, qui est issu de extrait de la toute fin du film, quand Robinson et Petit Jules sortent de la prison dans laquelle ils ont visité leur ami Eddie Constantine. Voilà. Non, mais je crois que je voulais parler de cet extrait aussi parce que je me rends compte, même si la réalité qui est racontée, elle est un peu difficile par moments dans ce film, c'est vrai que c'est un montage tellement joyeux, en fait. Je pense que c'est parmi les gestes de montage les plus joyeux que j'ai vus. Mais parce que pour remettre en contexte quand même, il y a donc ce procédé de post-synchronisation dans tout le film, donc des acteurs qui ont réimprovisé, décrit et doublé les images sur un montage image quasi définitif, ce qui est, je pense, ce qui est assez fou, je trouve, politiquement et poétiquement, parce que finalement des films dans lesquels les acteurs improvisent ou écrivent l'histoire, c'est peut-être pas si rare, mais
il y a toujours ce geste de montage derrière qui dit son dernier mot un petit peu, entre le monteur, monteuse, réalisateur. Et là, de redonner la parole et redonner le pouvoir après le montage quoi, aux acteurs protagonistes, c'est trop beau. Et puis bon, poétiquement, simplement, ça parlait du coup de cet espace d'imagination dont je parlais, qui était à l'œuvre de manière puissante dans tout ce qu'on a vu aussi avant. Quoi, en fait, on est un peu perdu, même si ils décrivent exactement les images qu'on voit. Donc il n'y a pas une désynchronisation choisie au montage de mettre un son qui irait avec autre chose. Mais d'un coup, on ne sait plus où et quand on se situe. Quoi. Il y a vraiment le film. J'ai pris cet extrait, mais ça aurait pu être un autre. Quoi. Il emboîte plein de niveaux de réalité. Et on est là, du coup, c'est surtout le début dont je voulais parler, mais j'ai gardé la fin parce que tous ces jump cuts, là, je comprends pas pourquoi ils ont monté ça comme ça. Et j'adore pas comprendre qu'est-ce qui guide un geste de montage, donc j'ai gardé ça, ces jump cuts chaotiques. Mais oui, le début dont je voulais parler, du coup, ils sont assis sur cette berge ensemble, et ils regardent en face d'eux cette lagune. Et où d'un coup, comme ça, en une seconde, enfin une image sans prévenir, ça glisse et d'un coup, il décrit face à lui des souvenirs de son enfance, au présent. Quoi. Il dit là, en ce moment, je suis en train de faire ça au Niger. Et comme ça, quoi, il assiste face à lui à son enfance, donc on ne sait pas très bien. Enfin, cet espace-temps, il est vraiment troublant. Et en même temps, ils sont vraiment en train de se post-synchroniser comme ça dans la cabine, donc il est vraiment en train de décrire quelque chose au présent. Et enfin, voilà, on est dans plein d'espace-temps en même temps, de eux qui se revoient faire ça, et ouais, je trouve ça assez immense. Après, ça n'a rien à voir avec mon film, parce qu'il joue aussi à moitié des rôles, mais quand même... je sais il y a pas. quand même une part Ouais. de jeu. Ouais. Mais c'est vrai que là, il y a vraiment du reenactment pour télescoper ces images, notamment de souvenirs, et ces images qui semblent actuelles. Enfin, oui, complètement. Mais je me demande comment il a monté, vraiment. J'ai pas trouvé d'informations là-dessus, parce que je pense qu'il y a eu un remontage quand même. Je dis, c'était le dernier mot aux acteurs, mais je pense que c'était pas si simple, parce qu'à des moments, je pense qu'ils ont un peu décalé les choses, ils se sont arrangés, mais paraît-il, c'était quand même un montage d'image quasi définitif. Et justement, les jump cuts sont peut-être là pour juste caler les choses. Ouais, mais on se demande quand même, parce que moi, si je devais monter un film en me disant il va y avoir un commentaire par-dessus, je sais pas lequel, improvisé, parce que je pense que clairement ils l'ont dépassé à fond, enfin ils ont réinventé le film, quoi. Mais comment on monte un truc en sachant que ça va susciter de l'improvisation Enfin, je sais pas, cette lagune, par exemple, est-ce qu'ils savaient qu'ils allaient raconter ça et ces jump cuts aussi, si on imagine que quelqu'un va improviser dessus, moi je lui aurais offert des pistes plus simples, je crois, mais c'est ça qui est génial. Et du coup, est-ce que tu veux rebondir sur Bac à sable ou tu préfères différer, hein, j'ai compris. Attends, je réfléchis parce que mon autre extrait, non, il n'y a pas trop de voir. Ben, pourquoi pas, on peut essayer de mettre un petit l'extrait bout dans le taxi, peut-être, c'est le plus court, non Ouais. Ou tout à l'heure, hein, je veux pas... Ou à l'épicerie, peut-être. L'épicerie, ouais. Allez, on va voir. L'épicerie, il est un peu plus long et comme ça... Ah, ouais, on peut couper aussi. Oui, on peut couper, mais en tout cas, on peut plus se rendre... Il y a plus de personnages aussi, peut-être, pour l'espace est plus complexe. Mais oui, je peux dire que c'est un film documentaire que j'ai réalisé avec Lucas Azemar et qui était au festival l'an dernier et qu'on a réalisé dans un serveur du jeu vidéo GTA V, donc un serveur de jeu de rôle en ligne dans lequel les gens jouent à la vie, organisent la société, tout ça. Et donc nous, on s'est fabriqué des personnages, enfin des avatars pour aller filmer dans ce monde-là, parce que le film, il se passe exclusivement du coup dans ce monde-là virtuel. Et donc nous, on avait des avatars qui ont été embauchés, on s'est fait embaucher dans la boîte, espèce de BFM de la ville, quoi, pour être journaliste. Du coup, on avait un accessoire caméra, on se promenait avec une caméra, donc les gens voyaient que, voilà, on faisait un film. Et ouais, voilà. Et donc tu parleras après de cette distorsion entre les voix qui nous faisaient...
Ben ouais, mais je pense que c'est assez évident et en même temps pas du tout. Ouais. En même temps, pas. Du coup, c'est vrai que je pensais les mobiliser sur la question plus de... Je suis même pas sûre d'avoir bien compris ce que ça veut dire indicialité, mais je crois... J'imagine de qu'est-ce qui fait empreinte et qu'est-ce qui... C'est une référence dans ça. Oui, voilà. Qui est à un moment nécessairement réel, en fait. Oui, une forme de preuve, quoi, presque. Ouais. Et là, c'est vrai que pour le montage de ce film, qui était très curieux, on avait à peu près 100 heures de rush de nous qui nous baladons dans cette ville. C'est vrai que c'est quand même le sensible dans ce film, la fragilité et l'empathie, tout ça naissent beaucoup plus évidemment de l'audio, enfin de ces voix de joueurs et joueuses que de l'image. Et c'est vrai que c'est aussi ce qu'on a sacralisé nous au montage, parce que là j'ai choisi cette scène justement parce que c'est la plus fabriquée. Enfin, on a dû tout refaire en fait. Enfin, tu parlais de deepfake et tout, c'est pas exactement pareil, mais en fait Lucas il a enregistré son second écran pendant qu'on a fait cette interview, donc là où il y avait les questions sur Word. Donc c'était super. Et du coup, après le joueur il était plus sur la plateforme quand on a remarqué ça au montage, donc un peu plus tard. Et du coup, on a dû refaire son avatar. Une autre fois, on l'avait vu, donc on avait son avatar, on l'a refait. Et après, on est allé une dizaine de fois à cette épicerie pour essayer de rejouer son rôle à lui. Donc on avait des oreillettes, il fallait qu'on parle en même temps que notre bande-son de lui pour que l'avatar bouge la bouche au bon moment. Mais en fait, il y avait tout le temps quelqu'un dans l'épicerie, même à 6h du matin, il y avait déjà des épiciers. Et du coup, nous, comme dans le jeu, on n'a pas le droit de parler du monde à l'extérieur du jeu. C'est comme une pièce de théâtre, on ne doit pas briser la diégèse. Du coup, on ne pouvait pas leur expliquer non, mais je vais devoir prendre ta place, bouger la bouche et dire un texte bizarre comme ça à un moment donné, puis il ne faudra pas m'interrompre. Et bon, au bout d'un moment, on a réussi à le faire, mais du coup, même, ça n'a aucun sens, cette caméra qui se coupe, alors que nous, on enregistre notre écran, donc évidemment qu'on continue d'enregistrer notre écran. Mais voilà, c'est marrant, ça pose des questions un peu sur qu'est-ce qui fait un peu authenticité ou quoi dans ce film, et que finalement, on s'en fiche. C'est comme, je pense qu'on le montrera pas forcément, mais dans la scène du taxi que je voulais montrer, où finalement il y a un rapport très factice dans notre. Des fois, on a refait des champs contre champs plus tard parce qu'on pouvait replacer des caméras de jeu plus tard, donc refaire des plans. Enfin, ça n'a rien à voir avec un tournage en prise de vue réelle ni un montage en prise de vue réelle. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Et du coup, il y a un truc très factice, mais en même temps, eux non plus sont pas plus que nous en coprésence physique. C'est plus, mais sont quand même en coprésence d'une autre nature, tout aussi réelle et tout aussi physique, évidemment, dans toutes les émotions que ça procure. Et je veux dire, là, en l'occurrence, c'est nous qui l'avons refait, donc on a peut-être qu'il y a une falsification du fait que moi, je pense vraiment que quand on voit les avatars se déplacer, ça raconte quelque chose de l'état psychique et de nervosité du joueur ou de la joueuse derrière qui contrôle ce corps. Hein. Il y en a qui étaient beaucoup plus nerveux que d'autres, on le voit bien dans le film. Donc là, c'est Lucas qui l'a... Mais on a quand même essayé de bien limiter, on s'est mis dans son rôle, mais ouais, voilà, je sais pas ce que je voulais dire d'autre, s'il y a des questions. Vous usurpez les avatars, quoi, c'est ça ? Non, c'est la seule fois. Je l'avais jamais raconté. Et sinon, peut-être dire que pour le montage, c'était assez curieux aussi ce montage, parce que moi, j'ai essayé de m'inspirer pas mal de reportages sur des villes, des portraits de villes, un peu touristiques, un peu télé. Mais je sais pas si c'était une bonne idée, parce qu'on l'a monté seul, beaucoup, ce qui est jamais une excellente idée, je pense. Mais aussi parce que je pense c'est tellement perdant comme matière. Je veux dire, même là, notre film, on a l'impression qu'il est accompagnant, mais on perd la moitié des gens à chaque fois, selon leur familiarité avec cet univers et leur désir, aptitude à se perdre dans un film. Mais du coup, je crois qu'on a essayé de faire un montage vraiment hyper familier. Je sais pas si c'était bien. Peut-être, oui, il y a des réactions. Pardon, je vais demander quelque chose qui va être évident, mais les parties audio sont des parties réellement enregistrées et c'est des scènes que vous avez recréées ensuite dans le moteur du jeu vidéo ? Ouais, pardon, c'est vrai que j'ai parlé de couches méta, alors que c'est déjà pas si simple, mais en fait, dans tout le film qui dure à peu près 1 heure, on n'a pas refait les avatars. Hein. C'est parce que là, on a eu une galère sur cette scène, mais
Mais sinon, c'était un documentaire assez brut. Nous, on se promenait et on avait une caméra accessoire qui créait un contrat documentaire, mais en fait, on enregistrait notre écran, quoi. Et les voix, ouais. Donc, on avait une piste son avec le chat vocal et une piste son avec les ambiances du jeu. Mais on n'a rien fabriqué, à part là, on n'a rien fabriqué ni à l'image ni au son. C'est un documentaire assez simple, quand même. Et pourquoi cette personne vous demandait de couper Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Ben alors, on n'a pas compris non plus. On était trop mal à l'aise qu'il se passe ça. Et on a compris plus tard. Il nous a expliqué un autre jour que lui, il était poursuivi par un gang de trafiquants, je sais pas trop quoi. Et il a cru qu'ils avaient envoyé un infiltré pour obtenir des informations sur son adresse et tout. Mais bon, nous, on ignorait toute cette couche-là. Voilà. Mais du coup, oui, il a flippé. Ben, nous, on s'est dit, tiens, il est tellement investi dans son personnage qu'il trouve ça vraiment trop intrusif de lui demander son adresse dans le jeu, ce qui est quand même... je veux dire, on risque pas d'aller toquer à sa porte. C'est hyper compliqué de toquer à une porte déjà dans le jeu. Ah oui, son adresse dans le jeu, pardon. Tout est dans le jeu. Hein. Tout est dans le jeu. On n'a pas le droit de parler de la réalité, du monde extérieur dans le jeu. Donc, oui, j'aurais pu mieux contextualiser. Oui, il parle de la vie de son personnage. Pardon, hein, si vous avez compris. Oui, c'est ça. C'était pas en tournage, c'était un avatar, ou en tout cas votre équipe, c'était un avatar de jeu. Du coup, comment... Mais peut-être, Charlotte, il faut que tu précises que ton avatar fait une interview, enfin voilà, et accessoirisé d'une caméra et qui explore ce... Oui, bien sûr, ce que j'essayais de dire tout à l'heure, nous, on n'avait pas le droit en fait, on n'a pas le droit de parler de l'extérieur du jeu dans le jeu. Du coup, même les gens savaient, on leur disait que le film allait sortir au cinéma, mais ils pensaient qu'on parlait du cinéma dans la ville, dans le jeu. On leur disait non, mais on a un petit peu des subventions européennes, tout ça, mais ils pensaient qu'on densifiait en fait nos personnages. Et c'était impossible, on pouvait pas leur dire non, mais nous, c'est un film plus vrai que d'habitude. En plus, c'est pas vrai. Je veux dire, c'est juste qu'il il sort en salle, on se retrouve physiquement pour le regarder, mais les leurs aussi, on pourrait les regarder comme ça. Mais du coup, oui, là, c'était une interview pour faire un film dans ce monde-là, puisqu'on peut parler que de celui-ci. C'était pas incognito c'était pas un avatar incognito qui en fait est en train de réquer l'écran pour faire un truc après, c'était un peu déclaré. Ouais, complètement. Ouais, on avait une caméra, comme je vous dis, on avait une grosse caméra comme ça de télé, et donc il savait, mais il s'est dit oui que c'était des gens qui s'étaient infiltrés via la télé pour obtenir des informations. Donc il était encore plus loin dans la fiction, quoi. Vous voulez dire vis-à-vis des joueurs et joueuses ou vis-à-vis du jeu ? Leur geste, je pense que ça va plus être de l'ordre du droit des développeurs du jeu parce que c'est l'univers graphique du jeu. Mais par rapport aux voix, en tout cas des joueurs et des joueuses, c'est une zone un peu grise. Je pense qu'on peut faire ce qu'on veut techniquement. Après, nous, on a contacté les gens via d'autres plateformes, notamment Discord. On n'a pas retrouvé tout le monde, mais globalement, il y en a plein à qui on avait envoyé un texto dans le jeu, avec nos téléphones dans le jeu, pour leur donner nos pseudos Discord et après leur dire à l'extérieur du jeu, on peut parler de l'extérieur du jeu. Et donc, eux, on leur disait, voilà, c'est aussi un film qui va sortir en salle, on espère, en festival, quoi. Et voilà, ils s'en fichaient un peu. En fait, il faut savoir qu'aussi, il y a une énorme production de contenu de ce type sur YouTube et Twitch. Il y a des gens qui font ça toute la journée. Il y a des modérateurs qui volent au-dessus de la ville d'une manière un peu flippante, qui filment, qui diffusent. Il y a des milliers de gens qui les regardent. Donc, c'est quand même, et qui, eux, gagnent beaucoup plus d'argent que nous avec ce film. Mais sinon, c'est clairement une zone un peu grise encore en termes de droit. Par rapport au jeu aussi, en soi-même, des droits et tout ça. Et par rapport au jeu aussi, c'est une zone grise. On leur a écrit, ils ne nous répondent pas, donc on n'est pas censé en faire un usage commercial. C'est pas prévu, mais il y a eu d'autres films. Mais tout le monde est dans le flou. Mais bon, eux, c'est quand même le jeu c'est le produit culturel le plus rentable de la planète, devant Avatar et tout ça, ce jeu.
Et eux, je crois qu'ils sont assez malins pour se dire que toute production faite avec leur contenu leur fait de la publicité à l'infini. Et encore une fois, il y a des streamers, des gens qui diffusent les parties de jeu qui gagnent des milliers d'euros chaque mois avec ça. Donc je pense que ce serait bizarre qu'ils nous embêtent, nous, en premier, mais bon, on sait jamais. Si je peux me permettre de revenir sur nos affaires de montage et de mise en scène, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu fais une sorte tu joues avec les stéréotypes du cinéma documentaire, avec un moment, je veux pas on met le noir, parce que ça, en fait, c'est des codes, c'est des stéréotypes du cinéma ou du reportage, du cinéma documentaire ou du reportage, enfin de la communication audiovisuelle quasiment. Et les jump cuts, tout ça, enfin, ce qui est assez dingue, c'est que voilà, pour expliquer peut-être en effet, c'est étonnant ce contexte, on ne dirait pas du réel, mais en fait, ils l'ont abordé comme on aborderait un réel, et c'est des rushs, et en fait, ce qui nous ramène à la question du montage, qui est surtout dans les matériaux qu'on traite, qui sont des matériaux qui sont nourris de réel, avec une possibilité d'accident, etc. C'est qu'en fait, on passe notre temps en tant que monteur à remettre en scène. Donc, finalement, si on oublie que c'est digital et que c'est de la 3D, le vocabulaire est le même. Oui, complètement. Ok. Alors peut-être Clémence, si tu veux bien remonter sans prendre de risques. Bonjour. Alors moi, pour reprendre les propos de Gilles tout à l'heure, il est question aussi de hasard de rencontre et aussi lié au cinéma du réel. Je veux dire, parmi les extraits que je vais vous montrer aujourd'hui. Parce que donc en 2015, quand j'ai présenté au cinéma du réel L'Ami d'Amélie, le film que j'ai réalisé sur ma sœur, est venu vers moi à l'issue de la séance un réalisateur qui s'appelle Raresh Yenasoai, qui m'a dit moi aussi je suis une masseur et j'aimerais bien qu'on parle de montage. Si tu as du temps, j'aimerais bien que tu montes mon film. Et 3 ans après, on a travaillé au montage de son film. Donc nos films ont beaucoup à voir en commun parce qu'à chaque fois, il s'agit d'un frère ou d'une sœur qui filme sa sœur. Et aussi, je crois que ce sont 2 films beaucoup autour de la parole. C'est presque des huis clos, les deux. Ma sœur, elle est essentiellement chez elle, et sa sœur, elle est essentiellement dans le camion dans lequel elle vit. Et donc, il s'agit beaucoup au montage de mettre en scène la parole telle qu'elle se donne et puis telle qu'elle s'échange aussi dans la relation. Voilà, peut-être montrer un extrait peut-être de celle qui manque. Peut-être tu peux dire juste 2 mots sur le film, parce que j'ai juste cité le titre tout à l'heure. Tiens. Donc Raresh filme sa sœur qu'il n'a pas vue depuis 8 ans environ. Il va à sa rencontre et voilà, à ce moment-là, elle vit en Bretagne dans un camion et elle se shoot à la morphine. Voilà, c'est aussi pour ça que je dis cette scène, elle arrive à 25 minutes de film, parce que vous allez vous prendre un extrait qui est vraiment au cœur du temps du film, quoi. On n'y arrive pas évidemment à la 2e minute, mais justement, on en reparlera. Okay. La lumière va revenir, mais si tu veux. Pardon ? Je dis la lumière va revenir, mais oui. Ça y est. Oui. On peut parler de l'économie d'une telle scène, quoi. Déjà, il nous semblait assez évident, comme Gilles, tu le parlais tout à l'heure pour les interviews, pour les entretiens dans le film, que ce serait des moments assez peu découpés et que ce serait une parole qui devrait vivre, quoi, et avoir le temps de vivre et d'être entendue, et qu'on ne serait certainement pas dans un rapport d'efficacité à la parole. Après, au fond, je voulais montrer cet extrait-là parce que c'est la première fois dans le film qu'on la voit se shooter. Et une grande question du montage, c'était comment arriver à ça, comment révéler cette parole, comment arriver à ça, comment révéler la drogue aussi, quelque part. Comment amener les choses, comment permettre la rencontre, en fait. Comment monter le film pour qu'en aucun cas on puisse se dire ok, Johanna est droguée, voilà. Comment la rencontrer, en fait. C'est un film qui parle de retrouvailles entre un frère et sa sœur, mais aussi, en fait, tout l'enjeu du montage était d'élaborer une rencontre. En fait, on pensait énormément au spectateur et à ce qu'il allait pouvoir, à ce qu'on allait construire pour lui, pour nous ménager un chemin d'accès à elle. Voilà.
Et je pense que cette durée, elle est importante par rapport à ces gestes. Parfois, j'avais l'impression qu'il y avait comme une répétition, comme si je revoyais le même plan, alors qu'en fait, c'est son propre geste, une façon de bouger la seringue qui est très, très troublante, parce qu'on a l'impression d'être dans une boucle, en fait, de l'image presque. Et dans la perspective de cette matinée, je repensais justement à l'utilisation des images et des sons. Là, c'est tourné en mini-DV, l'image est extrêmement pauvre et fourmillante comme ça quand sont les scènes de nuit. C'est un peu une règle, enfin on ne s'est pas fixé ça comme horizon, mais je crois qu'on a très très peu triché le son, quoi. On ne s'est pas du tout lancé dans le fait de monter sa parole, de la raccourcir, d'enlever des blocs. Quelquefois, on change de plan, voilà, de façon très visible en jump cut, quoi, mais on n'avait pas tellement envie de se lancer dans de la manipulation. Je pense que c'était... Il fallait sentir les quelque chose d'éthique. Oui, voilà, c'est ça. Chose que par ailleurs je fais en permanence en fiction ou d'ailleurs dans d'autres documentaires, mais dans ce film-là, c'était la parole un peu utilisée dans son aspect brut qui nous intéressait. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Donc, merci beaucoup, Clémence. Peut-être, Adrien, on va passer à une partie, alors parce que tu n'as pas choisi des images de ton travail pour nous montrer, mais plutôt, voilà, tu avais envie, tu as réagi à ces termes falsifiés, révélés, en pensant à ce qui se passait actuellement dans les changements techniques, si tu veux. Oui, pour que ce que j'ai envie de partager avec vous, qui relève des outils et de la promotion de certains outils, on va regarder un montage que j'ai fait à partir d'une série de publicités d'un gros développeur de logiciels de montage que j'ai démonté et remis dans l'ordre parce qu'il y a tout un effet marketing de séduction avec l'IA et toute la masse la masse publicitaire et la masse un peu presque idéologique qui vient avec. Donc, je l'ai déjà décomposé en différents moments, mais je pense qu'avant tout, il faut peut-être revenir un petit peu sur les pratiques de montage quand même. On a évoqué pas mal de choses. Je trouvais des très bonnes pistes pour comprendre comment se joue le travail. Je dirais pour moi, mais après, je pense que ça n'appartient pas du tout qu'à moi, mais on a parlé tous les quatre, enfin tous les trois avaient parlé du fait que c'est un travail avec un partenaire, qu'il y a une dialectique qui s'installe entre un auteur et un monteur. L'anecdote dont tu parlais sur le film d'Olivera, c'est-à-dire que la monteuse se met à être chargée de l'intuition du rêve cinématographique, du désir d'un auteur, jusqu'à pouvoir faire une proposition qui est un pur geste formel. Enfin, c'est des choses très concrètes qu'on fait, on manipule des choses très tangibles. Et on répond parce qu'on arrive à faire agir notre vocabulaire technique. On répond à des choses qui sont souvent très profondes, avec des actes et des propositions souvent très évidentes et très simples. C'est souvent les plus belles, celles qui sont les plus rudimentaires, comme les exemples dont tu as parlé. Il me semble que c'est peut-être nécessaire pour quelques-uns d'entre vous d'expliquer un petit peu le processus du montage en termes de processus de travail. On commence par parler beaucoup avec un auteur, on est à la recherche de ça qui a permis à cette monteuse d'aller répondre à une intuition qui n'a jamais peut-être été exprimée comme telle, demandée comme telle, quelque chose manquait ou il y avait une place pour une suggestion. Ça relève de beaucoup d'échanges autour d'une espèce d'idéal que serait le film que la personne est en train de chercher à faire, et puis de quoi cette personne est nourrie, qu'est-ce qui la travaille. Et ça, c'est très humain. On en a parlé tout à l'heure. Je crois que Gilles parlait d'imprégnation. On parlait tout à l'heure, absolument. Et après, je trouve aussi important de relever, parce que ça va nous servir, ça va répondre, enfin ça va résonner avec ce qu'on va voir sur ce que proposent les outils IA, c'est que en fait on travaille
on travaille énormément avec ce dont on ne dispose pas. On est tout le temps amené en fait, à trouver des solutions parce qu'on a des problèmes ou parce que ça n'a pas été fait, qu'en fait c'est nécessaire d'avoir été fait. Un certain nombre de choses n'ont pas été filmées. Qu'est-ce qu'on fait pour continuer pour pouvoir raconter quelque chose qui est un film, alors qui n'est peut-être pas exactement ce qui s'est passé, mais qui soit moins cohérent d'un point de vue de récit dans l'objet qu'on est en train de faire. Et souvent, on est obligé de faire avec ce qu'on n'a pas. Et ça, c'est là où on devient les plus malins, et c'est là où on trouve les idées les plus incroyables, et qui souvent avec des intuitions souvent très, très simples, parce qu'on connaît bien nos trucs. Et là, ce qui est en train de suggérer le développement de ces outils IA, c'est justement à chaque fois qu'on est face à une difficulté, finalement de la compenser par nous donner le truc dont on a besoin. Et ce truc dont on a besoin, il procède d'une analyse, disons, statistique sur des données monstrueusement importantes. Donc finalement, c'est un dénominateur commun à une masse. Et donc, c'est important, je pense, d'avoir en tête que nous, on travaille dans une proximité, dans une recherche, on est dans des questions artistiques et dans des questions de recherche, et qu'il y a une confusion avec les outils qui se qualifient d'outils de montage IA. Ils sont en effet des outils de montage, mais ils ont aussi pour cible marketing des gens qui ne sont pas dans nos métiers, en fait. Donc on va parler, je pense que c'est important d'en parler parce que ça va agir sur nous et sur nos pratiques et sur les films qu'on voit quotidiennement. Mais les cibles, les personnes vraiment ciblées directement par ces logiciels de montage, qui sont les logiciels de montage avec lesquels on travaille, ce sont des gens qui sont en fait, qui produisent du contenu majoritairement. Contenu de manière générale, et surtout sur les médias sociaux. Donc en fait, on stéréotypise, un peu comme on parlait dans ce film qui se passait dans GTA, on stéréotypise un certain nombre de gestes de montage qui vont être déjà pré-mâchés, préfaits, et puis il suffira de les appliquer, quoi. Alors que nous, à l'inverse, on est toujours en train de chercher des solutions par rapport à des manquements. Ça me paraît important de dire ça. Pour la question d'être pas tout seul, parce que là, donc, on parle de gens qui sont des producteurs de contenu qui sont renvoyés à être tout seuls, à faire leur truc, à les poster tout seuls, à recevoir dans les médias sociaux des commentaires sur le machin. Ils vont raconter un repas dans un restaurant ou une promenade, peu importe. Tout ça prendra une espèce de forme un peu séduisante et ressemblera à un vocabulaire audiovisuel standard. Alors que nous, on essaie justement de trouver dans une zone qui n'existe pas, en fait, qui n'est pas stéréotypée. Donc on peut en effet regarder, je pense que... Peut-être juste, oui, je peux rebondir sur ce que tu viens de dire à l'instant. Il y a de nombreuses applications logicielles qui proposent de générer du montage à partir de textes, de prompts. Oui. Et en fait, pour avoir discuté avec quelques monteurs qui ont testé, en fait, c'est Zora, tu en parleras par exemple, ou Runway. Il y a tellement d'exemples, voilà, qui se remplacent les uns les autres ou qui se poursuivent. Mais il y a l'idée qu'en fait, on peut vraiment ajuster aussi la façon dont on dialogue avec la machine. Oui. Mais en fait, ce qui ressort, c'est que souvent, c'est le vocabulaire qui est nourri par les algorithmes. Donc c'est un vocabulaire majoritairement qui vient des réseaux sociaux. Oui. Donc par rapport à ce que tu disais sur cette espèce de formatage, donc ça passe par l'écrit. Donc ça c'est intéressant de voir comment la machine va interpréter ce qu'on dit, comment on peut influer sur elle en fonction des termes qu'on choisit aussi, mais que finalement l'orientation elle est d'aller un petit peu vers le vocabulaire ou la langue que le logiciel parle le plus, parce que c'est là qu'il y a le plus de données. Parce que c'est la majorité de ce qu'elle brasse, en fait. Oui. Qu'est-ce qu'on montre en premier ? Écoute, alors, je pense qu'on peut commencer par c'est le deuxième, celui qui s'appelle 01. Ok. Et
Donc c'est la publicité. C'est ça. Donc voilà, j'ai mis un fond marron dégueu, c'est juste pour pouvoir faire des pauses, mais je l'ai fait volontairement marron dégueu. Alors, donc là, voilà, ce truc-là, ça par contre, ça, on peut dire vraiment que c'est un truc que je pense que c'est difficile de ne pas s'en servir. C'est complètement dingue, vous allez écouter la... Hi, I'm Keelan Matthews and I'm a track coach. Hi, I'm Keelan Matthews and I'm a track coach. Voilà, je sais pas, vous avez entendu, donc la première prise, c'est un audio, c'est un son de caméra, ça peut même être pris avec un appareil photo. Loin, il y a assez réverbéré, on n'a aucun timbre dans la voix. Et puis, l'intelligence artificielle est capable de reconstituer. Ça, ces outils sont arrivés sur les logiciels il y a 1 an, et en gros, tout le monde le fait. Hein. Parce que ça sauve des coûts, on ne va pas cracher dans la soupe. C'est miraculeux, c'est complètement dingue. C'est sur quel logiciel tu parles ? Là, on parle des logiciels de Adobe, mais Resolve le fait aussi très bien. Final Cut, je ne sais pas. Et Avid, je ne crois pas. Ça ne saurait tarder. Mais Avid sont toujours un peu à la traîne. Mais ça marche mieux pour plein de choses. Alors ça, voilà, vous allez voir. Donc on rentre un texte, un audio, hein, on rentre de la parole. Et l'IA, ça vous l'avez sans doute fait, parce que tous ces outils sont très accessibles. Il suffit de faire quelques recherches Google, on trouve très vite ces trucs-là. Il va transformer une audio en texte. Bon, voilà. Et là, il est capable de repérer les E et de les dégommer immédiatement. Et en bulk, c'est-à-dire en processus automatisé, donc en quelques secondes, en fait, on rentre son truc. Quelle est la quantité de E que je veux garder pour garder une espèce de spontanéité, ou alors comment je les enlève tous. Ça, vous avez vu les youtubeurs, ils parlent face caméra, ils sont tout le temps coupés, clac, 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 clac. Ça, ce truc-là permet qu'ils le fassent en un clic au lieu de se casser la tête à le couper. Donc encore une fois, évidemment, nous, on ne va jamais monter un plan avec le truc qui clignote tout le temps. C'est pas pour nous, en tant que praticiens du cinéma, c'est autre chose. Mais c'est vendu, enfin, c'est exposé comme tel. Donc ça peut nous servir par rebond à certains moments. Et on va en parler par rapport aux métiers qui vont du coup se retrouver un petit peu en danger. Mais en gros, le résultat, pour nous, il n'est pas possible, quoi. C'est du YouTube, c'est du TikTok. Voilà, donc là, ils vous montrent comment ils font, ils coupent les trucs. J'ai enlevé le son parce que c'était horrible, il y avait des musiques. Là, je l'ai remis parce que justement, ils parlent de son. Donc, voilà, donc là aussi, on est en plein dans l'esthétique. Voilà, j'insiste sur ce clivage parce qu'il y a un double discours d'un point de vue marketing, c'est-à-dire que c'est vendu comme des outils de cinéma et vous allez voir à la fin, il y a carrément un outil qui vous fait des storyboards et on se croirait à Hollywood, etc., alors qu'on est chez soi avec sa petite licence Adobe. Mais il faut savoir que, faut déceler en fait l'esthétique. Là, on est en plein dans l'Instagram, c'est-à-dire que on est vraiment dans la balade, la forêt, tout est dans les tonalités de couleurs qui correspondent aux médias sociaux, quoi. Donc, on tape un petit prompt, on dit mets-moi une musique là-dessus. Ils ont dit cheerful, ils ont dit je sais plus quoi. Voilà, donc il y a un certain nombre d'adjectifs qui vont réveiller l'IA pour donner un climat, quoi. Donc là, c'est ça. Il va suggérer une musique. Encore une fois, c'est très ambigu. Là, le truc est très ambigu. Est-ce qu'il est en train de générer une musique en génératif, ex nihilo, ou est-ce qu'il est en train d'aller chercher dans une base de données de musique des musiques qui ont été enregistrées, répertoriées avec un certain nombre de points clés, il fait, de mots clés, pardon. Parce que c'est tout à fait possible, il y a une grande ambiguïté dans ce truc promotionnel. Certains trucs, on voit que c'est sous-entendu, c'est génératif, on vous fait un truc juste pour vous, mais en fait, clairement, il va chercher dans des bases de données préexistantes. Donc là, je pense que c'est tout à fait le cas. Il n'est pas en train d'inventer une musac juste pour ce truc. Il est allé la chercher dans une base de données. Et donc là, il dit, voilà, j'aurais un son de mer. Donc évidemment, de mettre un son de mer, enfin, qui ferait un truc pareil?
mais ils le font. Et donc, on se dit, tiens, ça serait sympa, on se promène, et on voit à quel point, c'est intéressant parce que quand on regarde un peu dans le détail, on voit à quel point vraiment, même les gens qui font ces pubs, je veux pas du tout, je fais pas de la critique comme ça, c'est pas grave, les outils sont super, c'est extraordinaire par ailleurs, mais on voit à quel point finalement ils n'accordent pas tellement d'importance aux détails. Parce que là, vous voyez, là, je sais pas si vous voyez, mais ici, là, il y a l'ombre de quelqu'un là, et puis là, il y a un pied. Ils ne sont pas foulés, ils ne l'ont même pas enlevé pour la pub, quoi. Donc, c'est vraiment... il faut que ça aille vite et tout. C'est vraiment ça, le but. Et donc là, on cherche une mer. Donc, pareil, il va un son de mer, et carrément, il va sortir l'image. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, parce qu'on était sur une rivière, dans un... Il n'y a rien à voir avec la mer. Et là, on revient donc là. Voilà. Donc, c'est des suggestions. On tape, on dit « je voudrais une musique un peu sympa, je voudrais un son », et le truc suggère. Il le fait apparaître, j'imagine, dans ce qu'on appelle les bins, c'est-à-dire les listes de fichiers qu'on a, où il va le chercher sur l'espèce de banque de données en ligne, et il le suggère, peut-être qu'il le fait apparaître, je ne sais pas, c'est pas clair du tout, hein, mais peut-être qu'il le met en surbrillance, ou carrément peut-être qu'il le pose sous le plan, je ne sais pas. Mais à terme, il sera capable de le faire, évidemment, de manière encore plus automatisée. En tout cas, il ne suggère pas du contrepoint. Ah non, clairement pas, je ne sais même pas ce que c'est. Donc, pré-réglage étalonnage par commande prompt, donc là, c'est ce dont tu parlais, c'est-à-dire qu'en fait, en fait, l'IA, finalement, c'est au lieu d'être qualifié pour connaître comment fonctionne la machine, c'est une simplification de commandes qu'on donne. Donc, les prompts, c'est juste des ordres qu'on donne avec un langage quotidien, et lui, il traduit il donne un résultat en fonction. Donc là, on lui dit... Donc là, c'est une image, caractéristiquement, c'est une image filmée en log, donc avec tout très plat. Donc là, très facile de changer les climats. Donc, cool morning, alors il va le faire. Paf, voilà, cool morning. Et puis là, golden hour, donc là, ça y est, c'est... Voilà. Ça, c'est... En effet, un copain étalonneur me disait que ça lui avait mis un peu les pétoches, parce que, en gros, il a plus de boulot, quoi, ça c'est clair. Mais pour les trucs comme ça, encore une fois, c'est quand même, faut bien... Et ça aussi, là, le truc de reconnaissance faciale, alors ça, c'est tellement développé dans les autres industries que pour les petits outils comme ça, c'est rien de faire identifier un visage, et puis après, il suffit de faire remonter un peu la lumière dessus, c'est très facile. Enfin, très facile. C'est des technologies qui ont l'air comme ça miraculeuses, mais qui existent depuis longtemps. Voilà, c'est ça. Alors là, ça commence à devenir plus sérieux. Ils ont fait très court dans leur pub. C'est là que ça devient, un peu vertigineux par rapport au métier de montage, de monteur, et de comment on aborde la question du montage, des raccords, de la structure. C'est assez dingue, parce qu'en fait, on lui met donc une série de plans, et puis on se retrouve, vous voyez à gauche, là, il y a le texte transcrit. Et en fait, vous prenez votre texte, vous le copiez, vous le déplacez, vous faites des copier-coller de tout ça, vous les remettez dans l'ordre que vous voulez. Et à terme, là, ce n'est pas du tout le cas, hein, mais c'est ce qui est suggéré par cette pub. À terme, il va remonter dans l'ordre du texte. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de déplacer les pavés qui sont là dans la timeline. Il suffit de reprendre le texte ici, et il va le remettre dans l'ordre du texte sur la timeline. Donc après, quand on fait lecture, on a le défilé du texte qu'on a recomposé sur un équivalent de traitement de texte, quoi. Donc ça, finalement, si on considère que des raccords, ce sont juste des tâches laborieuses, pas intéressantes, donc on n'est déjà pas dans l'art cinématographique, mais de ce point de vue-là, en effet, on fait gagner un temps dingue au type ou à la fille qui a envie de poster son contenu le plus vite possible. Après, on peut imaginer très rapidement qu'ils vont être capables de suggérer que quand ça jump cut et que c'est moche, de faire, comme ils font beaucoup sur YouTube, juste des changements avec des zooms dans le plan pour que ça soit moins laid, qu'on ait des petits changements de valeur de plan, voire des transitions automatisées. Enfin, tout ça est paramétrable, mais c'est encore pour l'instant quand même de l'ordre de l'annonce, mais c'est pas effectif, hein. Voilà, donc ils appellent ça text-based editing. Alors, voilà, là aussi, ça nous amène à la question de l'IA générative, là pour de vrai, par contre. C'est-à-dire que là, vous allez voir, c'est caractéristiquement un petit post Instagram ou When I get to the crag, I'm putting on my shoes.
Voilà, donc le truc propose carrément de poser, là je ne sais pas encore si c'est vraiment opérationnel comme ça, mais il propose de poser les plans. Et donc elle se filme, elle fait de l'escalade, tout ça, et zut, j'ai pas mon plan de chaussures, j'aimerais bien avoir le gros plan de chaussures. Donc là, ils ont été, je ne sais pas si c'est totalement volontaire ou pas, mais elle a des chaussures violettes, vous voyez, et puis dans le plan le b-roll, ce qu'on appelle b-roll, c'est un plan de coupe, hein, qui aussi fait partie du vocabulaire le plus rudimentaire qu'on n'utilise pas quand on est de notre côté des choses, si je peux me permettre. Là, ils ont fait exprès, ou pas, je ne sais pas, mais je pense quand même, de mettre des chaussures bleues pour dire, bon, bah, ça vient de b-roll. Donc, est-ce que, là, c'est très ambigu, est-ce que les b-roll ont été, b-roll, donc plan de coupe, ont été filmés lors du tournage, et que, au lieu, enfin, pour faciliter la vie du type qui est au montage, ou de la fille qui est au montage, au lieu d'aller chercher dans ses bins le truc, il va aller le mettre. Franchement, on gagne quelques secondes, mais on est toujours pressé, d'accord. Ou alors, il a généré. Ça, c'est pas impossible. À terme, ça sera possible. Pour l'instant, je vais vous montrer après de l'image générative. À terme, il sera capable de le faire. Ce plan-là, totalement ex nihilo. Parce qu'il aura analysé la situation, la lumière, il aura vu les chaussures dans le plan large, il va être capable de les reconstituer parce que ces chaussures-là, il les a vues des milliers de fois dans plein d'autres, dans des bases de données monstrueuses, donc il sera capable de le reconstituer. À terme, c'est sûr que ça se fera. Mais là, pour moi, il va chercher dans les bins, il va chercher le plan de coupe et il va le mettre. Point barre. Mais c'est ce qui est annoncé avec cette petite ambiguïté. La possibilité que ça soit génératif. Voilà, là on voit bien qu'on est en plein dans l'esthétique Instagram. Voilà, et donc pour revenir à ce que tu disais, là on est vraiment, les cibles du marketing de tout ça, c'est effectivement les médias sociaux. Là, j'ai coupé le son parce que c'était aussi chargé de musique, on comprenait rien, mais en fait, on voit vraiment, ça c'est caractéristiquement une vidéo TikTok, et donc il est capable de fabriquer les captions, les petits sous-titrages, les mettre dans une esthétique qui convient bien, voilà, les yums, les machins, ça c'est très facile à faire aussi. Là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que, pour moi, là, c'est vraiment du pur marketing, parce que personne ne va utiliser ça dans les personnes qui sont ciblées par ces outils-là. Personne ne va utiliser un storyboard. Donc, c'est plus pour donner l'impression qu'on a un outil pro. Donc, on met son script, on rentre un storyboard, donc il faut qu'il soit un peu formaté, mais il y a plein de catégories de formatage des scénarios. Donc là, on est dans un scénario qui correspond à un format très, très, très identifié. Et lui, en effet, il est capable de générer le décor, et puis il le passe en 3D, et puis on peut se déplacer dedans, et puis on choisit son axe de caméra. Aucun YouTuber ne va faire ça, évidemment. Voilà. Et puis ils concluent leur... Export and publish directly to social media destinations, including Facebook Reels, TikTok, leur and pub YouTube Shorts. Voilà. Donc c'est vraiment très clairement ça. Je voulais le laisser ce truc-là pour montrer tout ce qu'on peut cocher. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. On peut cocher dans les exports et ça va directement sur les médias sociaux. Pardon. Et est-ce que je peux vous montrer maintenant des images génératives? Parce que peut-être que parmi vous, des gens n'en ont jamais vu. Et ça répondrait à la chaussure, là. Voilà, il y a eu des tentatives pour le faire. On montre ça? Oui. En fait... Le truc, à ma connaissance, hein, je suis pas expert du tout, mais à ma connaissance, le truc le plus abouti en termes réalistes, c'est ce truc qui est développé par OpenAI qui s'appelle Sora. Donc ça, c'est de l'image. Il y a rien de, il y a aucune prise de vue réelle. Là. Ça, c'est totalement de la compilation de données qui fait ça. C'est totalement bluffant. C'est facilité par le fait que c'est une image qui est très abîmée, parce que tout est déformé. Donc on imagine que ce genre de plan a été analysé, digéré par les programmes en quantité astronomique. Donc c'est facile à reconstituer. Mais cette ville n'existe pas, ce reflet n'existe pas, la fille
dans le reflet de la vitre non plus. Et ça, c'est le plus bluffant. Puis après, celui-là, si vous voulez, quand même, c'est quand même assez étonnant. On pourrait y croire. Si vous regardez sa manière de marcher, vous allez voir, oups, vous allez, c'est bon, il est là. Donc c'est celui-là. Regardez ses jambes, il y a une jambe qui va passer derrière. Donc voilà, clac, clac. en fait, moi je m'amuse beaucoup. Depuis qu'on m'a demandé, ça m'a vachement amusé de regarder ces trucs-là. Donc je vais beaucoup sur Reddit parce que c'est là qu'il y a le plus de gens qui postent ce genre de vidéos en s'amusant à dire est-ce que vous voyez ou est-ce que ça déconne et tout ça. Parce que évidemment le but c'est de regarder là où ça va pas. Et alors ça va aussi avec d'innombrables posts dans lesquels le posteur de départ, enfin la personne qui met en ligne dit en gros est-ce que vous savez distinguer quelle est la vraie image de la fausse. Et évidemment personne ne sait le faire sur les images fixes, c'est devenu une blague. Mais là, regardez, elle est assez frappante. Regardez son pouce et ses jambes. Voilà. Donc c'est quand même bluffant. S'il n'y avait pas ces petits défauts, et puis dans une masse, et puis on peut imaginer que ça va tellement vite qu'assez vite ça va se stabiliser dans un truc vraiment qui fonctionne d'un point de vue réaliste. Mais on voit les petits trucs qui déconnent. Et en fait, là où ça peut devenir assez presque beau, c'est quand ça déconne vraiment. Les gens qui travaillent là-dedans ils disent qu'en fait l'intelligence artificielle hallucine. On dit que c'est des hallucinations, c'est le terme qui est utilisé. Et ce serait intéressant de savoir quel est le prompt qui génère l'hallucination. Parce qu'il y a quand même un coup de génie dans le prompt. J'imagine que la personne qui a lancé le prompt, donc la ligne de commande qui a demandé de faire ça, il a dû dire fais-moi une fouille archéologique et sors-moi un siège en plastique. Déjà l'idée est géniale. Donc après que ça se mette à halluciner. Évidemment, s'il y avait la fille qui marche voilà, avec la main dans la poche, elle n'a pas d'intérêt. C'est parce qu'on reste quand même toujours... la prouesse technique, au bout d'un moment, ne nous intéresse que peu. Et là où ça devient assez beau, c'est qu'elle fait un peu sens, cette image, par rapport au fait qu'il y a tout un imaginaire de l'inconscient, de l'archéologie dans l'IA. Ça va piocher dans notre patrimoine. Donc, bon, ça fait sens, même si on ne le perçoit peut-être pas immédiatement, mais il y a un effet comme ça très... Et si je peux rajouter quelque chose par rapport à ces hallucinations, j'ai un ami qui me disait qu'il voyait fleurir depuis quelque temps sur les réseaux sociaux qui utilisent déjà ces IA, et notamment un petit peu Sora, qui avait des images liées depuis quelques mois qui essayaient de montrer Gaza, et avec des descriptions où les termes rentrés, c'était « flying soldiers », et on voyait vraiment des soldats avec des ailes qui battaient comme des insectes. Donc voilà, la façon d'interpréter le prompt peut aussi être complètement générer ce type d'image surréaliste. Ça va nous amener à deux questions. D'une part, on va regarder ce que finalement des artistes monteurs, en fait, des monteurs-chercheurs, des cinéastes, monteurs, artistes, chercheurs. Comment on peut utiliser ça pour produire finalement des œuvres poétiques. Il y a... on peut regarder... Il y a un film que j'ai eu la chance de découvrir il y a quelques semaines dans une conférence aux Arts Déco. C'est un cinéaste, monteur, artiste, si je puis me permettre, qui s'appelle Vincent Quimion, qui a fait un film à partir des textes de Chris Marker qui s'appelle Le DPI. Et il a pris les textes de Marker et il a tout fait mouliner dans les générateurs d'images en mouvement. C'est pas le Sora qu'on a vu qui est assez réaliste, ce sont d'autres outils. Moi, je ne connaissais pas, mais ça s'appelle Gen 2 et Zeroscope, pour ceux que ça peut intéresser. Et puis Vincent, s'il est là aujourd'hui, peut-être pourra vous en parler plus. Oui, Vincent est là. Donc, il a levé la main, il est là-bas. Donc, si vous avez des questions à lui poser sur la technique, c'est quelqu'un qui maîtrise magnifiquement ces outils. Et on peut regarder ça. Donc, il a eu la gentillesse de nous passer deux séquences du film dont je viens de parler, qui s'appelle Tokyo Dawn Insomnia, et donc qui est basé sur les textes de Marker.
il y a du son. Est-ce que Vincent veut tout de suite peut-être rajouter quelques éléments pour répondre à tes questions? Non, mais je pense que les gens seront très contents de t'interroger ou après sur la dimension technique et la façon dont tu as fait ce travail. Je sais, sur le contenu du texte de marqueur, ce serait peut-être... Sur ces séquences-là, je n'ai pas remonté le texte directement de marqueur. Donc, voilà, je ne sais pas trop quoi vous dire. Okay. Je suis touché que le petit book soit montré ici parce que donc voilà, donc, je pense que c'est un boulot de montage. Quoi. Et alors après, bon, il y a la qualité des images au sens la matière, quoi, donc, ce qui génère ce type de machine. Mais il me semble que ce qui est intéressant, voilà, c'est le montage. Et je suis assez content de ce petit extrait soit montré là, dans ce cadre-là. Ces deux séquences-là, donc c'est ce que vous inspirait, le texte? Oui, voilà. Moi, l'idée, c'était de faire un peu un écart quand même avec le texte. Et puis, voilà. Après, dans le film, il y a d'autres moments où c'est amusant. Donc, il faut toujours... Donc, il faut filouter avec la machine, quoi, avec les comptes. Parce que si on est taqué sur le compte, c'est pas très intéressant. Donc, il faut essayer de pervertir un peu la machine. Donc, et puis, il y a une part de... Des fois, c'est intéressant de balancer une phrase qui a vraiment rien de bon. Le texte de marqueur est très très beau. C'est la vraie marqueur ou c'est le logiciel qui crée la voix? Non, la voix off, c'est l'intelligence artificielle. Ah ouais. Par exemple, le mouvement des chats, comment il est généré à partir de... Les deux derniers, ça devait être le chat qui court dans la chambre. Ouais. Voilà. Après, et le chat à 3 queues, le chat qui a 2 têtes, qui se retourne comme ça, voilà. Tout ça, c'est les... Ouais. En fait, c'est très ludique quand on se penche sur ces trucs génératifs de faire se tromper la machine. Il y a des pages et des pages sur Reddit juste sur le chat GPT qui parle, de s'amuser à lui faire dire des conneries. Voilà. C'est un jeu assez naturel qui vient. On a envie de le pousser dans ces retranchements, quoi. Je crois qu'il y a une autre... En fait, ça marche? Non, enfin, nous on ne sent pas. Ou alors c'est votre voix. J'ai la sensation qu'il y a quelque chose. Enfin, si je peux faire un petit lien entre ce qui se passe en salle de montage et finalement la façon dont là aussi on est en train d'essayer de se dire que là où c'est intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est quand il y a du lapsus. Alors là, le lapsus, il est justement, enfin c'est parce que peut-être que dans 10 ans il n'y aura plus, mais en tout cas c'est le hasard, là où il y a du malentendu, là où il y a de l'inconscient en fait. Alors évidemment, l'intelligence artificielle n'a pas l'inconscient, mais elle a quand même l'inconscient de la base de données sur laquelle elle s'appuie. Et j'ai la sensation que finalement, ça rejoint quand même finalement ce qu'on peut avoir en salle de montage en tant que monteur, qui est le fait d'être à l'affût de cet inconscient-là et d'être à la fois dans le fait d'aller dans le sens du film en train de se faire et aussi aller chercher les erreurs, comme tu disais, et ce qui manque pour le combler autrement par la question créatrice. Mais néanmoins, c'est quand même extrêmement flippant. Enfin, moi, je trouve il y a quelque chose là de ce qui se voit d'une sorte de préjugés ou de clichés de ce que ça devrait être un film que moi, je trouve vraiment assez inquiétant.
Je suis oui, enfin, il me semble que c'est assez clair. Il y a un formatage, comme tout est fait sur la. Enfin, en fait, c'est un outil libéraliste. Donc, comme tout est fait sur le profit et sur la majorité, on se retrouve avec des esthétiques complètement neutres, caricaturales. Enfin, et après, ça produit en effet l'inquiétude de se retrouver à s'identifier à ces choses-là, de se construire individuellement face à ça et de se retrouver dans un truc absolument atroce. Mais il faut garder aussi peut-être en tête que ce qui nous semble complètement fascinant là, enfin, il y a deux choses. D'une part, quand on est fasciné par le réalisme, là, on a vu des images qui délirent, donc on sait bien que... Mais il y a des images qui sont très réalistes, et c'est très trompeur, en particulier en photo. Là, maintenant, dès qu'on voit une photo de communication en politique, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est d'une intelligence artificielle ou pas? Macron qui fait de la boxe, la première question qu'on s'est posée, avant même le sujet et les enjeux de la photo, c'est est-ce que c'est vraiment l'Élysée qui a communiqué, ou est-ce que ça vient d'ailleurs? Et ça va être ça tout le temps, ça c'est sûr. Et donc on doit en prendre notre parti, quoi. Et peut-être que c'est pas si mal. Je crois qu'il y a un parallélisme aussi avec l'art en soi-même, parce que de tous les défauts, de toutes les choses qui apparaissent, je pense par exemple à Man Ray quand il faisait des photos polarisées, qu'il y avait un outil qui est apparu un peu, et après ça a développé, ou d'autres artistes qui dans sa démarche, il y a des accidents, et ça développe des choses intéressantes. Et là, c'est pareil, oui. Si c'est la machine, ces accidents-là, ils créent une poésie, ils créent un truc. Peut-être après, ça va. Et ça sera daté, sans doute. C'est-à-dire que je me rappelle au début de la DV, il y avait entre deux trames, ça clignotait comme ça, et puis il y avait, je ne sais plus quel réalisateur de clip un peu en vue, qui avait fait un clip où tout était comme ça sur ces trucs qui ne marchent pas, quoi. Et finalement, là on est dedans, donc on se dit, c'est dingue, mais dans 5 ans, 10 ans, ça sera complètement daté, ça sera 2024, et on supportera plus, enfin on l'identifiera vraiment à quelque chose de complètement révolu. Et puis l'impression d'illusion de réel qu'on a, il y a quand même dans l'histoire du cinéma des évolutions techniques qui font que lorsque on se prend l'arrivée du train dans la gare de La Ciotat, on croit, voilà, je ne sais pas si c'est une légende, mais on croit que tout le monde a peur que le train nous arrive dessus parce que c'est la première fois qu'on voit un truc pareil. Et puis aujourd'hui, on le voit et on voit que les saccades, la mauvaise image, etc. Donc, enfin, la mauvaise définition. Donc, il y a aussi une capacité qu'on a à relever notre vigilance sur la véracité des choses. Mais bon, je crois que quand même, là, sur le fait que certaines images soient complètement impossibles de détecter si elles sont fabriquées ou réelles, ça je crois que c'est en recours. Mais cette esthétique-là, ces phénomènes de travailler avec les défauts et tout ça, oui, ça... Ça, il y a déjà plein d'artistes qui s'en emparent aujourd'hui de l'IA, mais comme ils s'emparaient du glitch, par exemple, voilà, tu parlais des saccades. Tout à fait. Voilà. Et puis, il y a une façon aussi de travailler avec les outils de l'intelligence artificielle qui n'est pas forcément de gagner du temps. Moi, ceux avec qui j'ai parlé, ils me disent avoir passé des centaines d'heures justement à dialoguer avec la machine, à modifier les prompts pour essayer d'obtenir tel effet. Et donc finalement, effectivement, il y a une espèce de rapidité d'exécution de la machine, mais en revanche, voilà, manipuler l'outil et arriver à un résultat qui peut être complètement inattendu par rapport à ce qu'on avait prévu, puisqu'on est dans la recherche en fait d'une forme, ça peut prendre des heures. Voilà. Donc je pense qu'il y a vraiment l'idée d'un outil dont on peut s'emparer pour penser, et après, s'il est utilisé pour les réseaux sociaux, voilà, à des fins de fonctionnalité efficace, c'est autre chose, quoi. Oui, on peut garder ce qui est utile pour nos pratiques de recherche. Enfin, pour les pratiques de recherche, ça se perdra pas. Ce que ça pose, les autres questions qui sont très importantes, c'est les questions du champ du monde du travail, c'est les questions sociales que ça implique, parce que là, s'il n'y a vraiment plus besoin de monteurs pour le YouTuber, déjà il y en avait peu qui travaillaient avec des monteurs, mais là il y en a vraiment bien
bientôt il n'y en aura plus besoin. On renvoie chacun à sa propre petite individualité de producteur de contenu. Finalement, ce que ça rapporte à certains, ça ne le rapporte pas du tout à d'autres. Et donc, il y a quand même une précarisation terrible, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun cadre en termes de droit. Et tout est complètement... Enfin, c'est une jungle, quoi. C'est vrai qu'on a du mal à mesurer l'impact, mais pour avoir parlé avec Clémence du fait que tu as monté des films sans être passé par le fait d'être assistante, par exemple, c'est vrai que ça, c'est ce qui a modifié vraiment, enfin ce qui a bouleversé le passage au montage dit virtuel. C'est ce siège manquant de l'assistant et de l'assistante et qui servait vraiment à la transmission. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Clémence, sur ça. Oui, en effet, le travail des assistants monteurs, c'est un travail qui est de plus en plus marginalisé. En ce moment, sur le film que je monte, par exemple, on m'a imposé de travailler avec quelqu'un qui est à Strasbourg et qui, j'ai l'impression, ne vient pas du tout de la fiction, alors qu'il s'agit d'une fiction, et c'est pour des raisons budgétaires, financières, que les choses sont organisées comme ça. Il y a les monteurs associés qu'on fait on t'a obligé à travailler avec quelqu'un, mais qui est assistant, du coup, ou tu ne sais pas exactement. Je ne sais pas exactement, mais étant donné le dialogue qu'on a eu l'occasion de nouer au téléphone, j'ai la sensation que c'est la première fois que cette personne se retrouve à être assistant sur un long-métrage de fiction. Et voilà, on fait comme on peut, mais disons que l'échange et la transmission, justement, est difficile. Voilà, on n'est pas dans la même ville, on ne travaille pas aux mêmes horaires. Moi, je ne suis pas officiellement encore en travail sur le film. Et oui, il y a les monteurs associés qui ont fait un énorme travail d'état des lieux sur les assistants monteurs, leur rôle. Ça s'appelle, je crois, le livret blanc de l'assistanat ou quelque chose comme ça. On peut le télécharger sur le site. Et c'est vraiment un outil très, très intéressant pour comprendre les fonctions de ce métier et puis qui peut aussi être diffusé et partagé avec les producteurs, notamment, pour aider à comprendre un peu... que c'est pas juste justement la synchronisation, par exemple, c'est quelque chose qui peut être fait même par les logiciels, en fait, avec des timecodes. Aujourd'hui, c'est très très facile de substituer la machine à un assistant, mais l'assistant, il a le mérite d'être aussi un être humain avec qui, a priori, on peut dialoguer et qui entre vraiment dans le processus créatif et qui suit le film de A à Z. Et quand ça a pu m'arriver de devoir, à la dernière minute, pour des raisons de planning, substituer un assistant par un autre, mais je voyais bien qu'ils n'étaient pas vraiment remplaçables, justement, parce qu'ils n'avaient pas suivi le processus créatif depuis le début. Voilà. Et même sur une opération qui semble technique de synchronisation, avoir une écoute et un regard. Bien sûr, une connaissance du projet, une connaissance des images, et puis une attention aux images que jamais une machine n'aura. Et du coup, peut-être trouver quelque chose dans un ajustage, peut-être... Ouais, la personne qui va vous appeler et vous dire, là, je pense que sur la séquence 65, on a un problème, et qui donne son avis sur la question, ça peut, évidemment, une machine peut pas le faire. Et que peut-être il faut inventer quelque chose. Ni un intérimaire, ni un stagiaire de laboratoire, par exemple, parce que les opérations techniques de laboratoire, synchronisation, sont beaucoup effectuées dans des laboratoires, maintenant. Ce sont souvent des stagiaires qui font le travail. Donc en fait, effectivement, les équipes de montage sont défaites et on se retrouve de plus en plus souvent seul. D'où la nécessité de dispositifs comme celui de Périphérie, de se retrouver à plusieurs et de parler des films. Il ne faut absolument pas être seul quand on fait des films. C'est le pire, quoi. C'est lugubre. C'est lugubre. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions dans la salle? Oui, j'ai juste une question sur le coût de l'IA. Combien ça coûte de générer des images comme ça? C'est quoi l'ordre de grandeur? Là, en fait, ils sont en période de promotion, donc il y a beaucoup d'accès gratuits avec des courtes séquences. Il suffit d'ouvrir un compte avec un mail et on a un certain nombre de minutes ou de secondes gratuites. Mais c'est très limité quand même. Très limité. Si on veut vraiment faire un essai, il faut du coup acheter les licences. Et tous les outils ne proposent pas les mêmes choses. Donc par exemple, je connais des monteurs qui ont acheté 5 licences, qui en sont arrivés... Après, ça reste... c'est autour de 200, 300 €. Vous pouvez avoir 5 licences, mais il faut sans arrêt passer d'une appli ou d'un logiciel à l'autre pour peut-être arriver à obtenir des effets que l'on avait en tête.
ou vraiment voilà, pouvoir exploiter toutes les possibilités de chacune des applications, chacun des logiciels. Désolée, la question est un peu floue, mais enfin la réponse est un peu floue, mais c'est concrètement à générer un plan de 30 secondes et le graphiste m'a dit que le coût c'était 15 000 €. En gros, entre 30 secondes et 1 minute. Après, c'est un plan très spécifique, mais du coup, je suis très étonnée que en fait maintenant ce soit. Alors voilà. Avec l'IA. Je pense que, je ne sais pas dans quel contexte de production et voilà ce que vous cherchez à faire, mais en effet, ce type de prix, c'est tout à fait imaginable dans l'industrie de films avec effets spéciaux. Je peux imaginer, mais là, vraiment, je ne suis pas du tout compétent pour répondre. Il y a des logiciels très démocratisés comme ceux dont tu viens de montrer la publicité, qui, effectivement, à moindre coût, permettent de vraiment générer des images en mouvement à partir à la fois de prompts, et aussi on peut charger des images en mouvement ou fixes que le logiciel ou l'application va complètement dont il se nourrit et puis pour produire quelque chose. Mais ça n'arrête pas d'évoluer, il faudra refaire une rencontre dans quelques temps pour peut-être prendre cette mesure, puisque oui. En revanche, c'est vendu à perte en ce moment par des sociétés qui ont des accès aux capitaux inimaginables. On connaît une levée de 3 000 milliards de dollars. Avant qu'ils atteignent un pricing rentable, il peut se passer beaucoup de choses. Oui. Oui, parce que là, merci beaucoup d'avoir fait cette plongée-là, parce qu'en ce moment, je vois beaucoup de conférences cinéma et il y a toujours une mention des sujets d'IA. C'est la première fois que je vois quelqu'un faire une petite plongée dans l'artisanat de la chose. Et, enfin, en tout cas, c'est intéressé sincèrement au sujet. Oui, Charlotte. Je me demandais, derrière toutes ces technologies, du coup, est-ce qu'il y a également, comme on peut le voir pour je sais pas, les voitures autonomes ou plein d'autres outils, est-ce qu'il y a énormément de travailleurs et travailleuses du clic, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y a énormément, la gestion des données, tout ça, ça représente énormément de travailleurs et travailleuses, ou je sais pas si vous pouvez répondre à cette question un peu large. Oui, j'en sais rien, je sais pas, mais sans doute oui, bien sûr. Ok, non, mais je me demande beaucoup les tasks, quelles sont les missions de ces personnes-là pour arriver à une image. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette on peut imaginer le pire en termes d'exploitation, je me doute. Ça, c'est sûr. Mais... Après, il y a plein de questions qui se posent sur les droits auxquels que ces machines ou ces logiciels vont brasser. Donc, qu'est-ce qu'on leur donne comme matière pour produire ? Et il y a beaucoup de questions de droits qui se posent aujourd'hui, parce qu'en fait, la machine ne brasse que ce qui est libre, en circulation libre. Mais dès l'instant où on ferme, on ne donne pas accès à certains éléments, qu'ils soient textuels ou visuels ou sonores, ça peut complètement aussi changer les résultats qui seront produits. Mais là, en fait, on est face à une zone grise, comme tu disais tout à l'heure, parce que là, il y a Jonathan Franzen et un certain nombre d'écrivains américains ont déposé des plaintes parce qu'ils ont identifié que leur texte avait été volé pour être digéré, mais ils n'ont aucun moyen de le prouver. Et en fait, on est dans cette zone-là où, finalement, de la même manière qu'on ne peut pas prouver que si l'image est vraie ou fausse, on ne peut pas prouver la source non plus. Il y a quand même un truc qui est... on est quand même passé de l'autre côté d'un... Oui, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui planchent sur les datas, pour savoir vraiment quelles vont être les datas. Ils le font sciemment. Je pense qu'ils volent, entre guillemets, sciemment la propriété intellectuelle, mais ils ont suffisamment d'outils juridiques pour pouvoir pour rendre ça impossible à prouver. Ouais. Je me disais que la question du coup, elle était un peu importante
producteurs qui disent ah oui, j'aurais bien aimé recourir à, notamment au deepfake, mais pour l'instant ça coûte trop cher par rapport aux résultats qu'on peut obtenir et tout ça, mais sur ce film-là. Et pourquoi, à un endroit, ça m'intéresse un tout petit peu, c'est que il y a des projets comme ça, on se dit ah ok, on peut le faire, on peut le tourner, on peut le monter comme une histoire, et à la fin, comme on n'a pas l'autorisation, parce que c'est souvent ça les enjeux, c'est pas grave, on changera le visage des gens. Et donc du coup, toute la pensée narrative, tout ce qui fait le sel de la rencontre, du réel, de faire avec les membres pour, si on le sait au départ qu'on n'a pas le droit de filmer telle ou telle personne, etc., sur le tournage, au montage, on va trouver un autre type de narration. Et tout ça, en fait, là, tout d'un coup, il y a des productions, les films commencent à se dire, dans le client de création, je parle pas de... commencent à se dire, c'est pas grave, de toute façon, on va changer in fine le visage, et avec l'accord des gens filmés, parce qu'ils ne vont pas être filmés, ils veulent bien que leur visage soit transformé, et ça fera quand même un film, quoi. Et donc ça, pour moi, là, je fais une espèce de rapport, enfin de lien entre... Et donc, du coup, la digue, pour l'instant, je trouvais de la question de la complexité, le coût apparemment qui a été énoncé effectivement par des... Je ne sais pas combien concrètement, mais c'était vraiment un effort qu'ils ne pouvaient pas faire financièrement pour l'instant. Alors peut-être qu'il n'y avait pas que pour l'instant, il posait quand même aussi des questions éthiques, évidemment. Mais il y a cette espèce de barrière là, qui est assez questionnante, je trouve. Et qui du coup rejoint cette question de l'artificialité des moyens et de quel genre de film on fait, quoi. On n'est pas censé répondre. Ok, on ferme. On s'arrête là. Merci à tous.